Bonjour, bienvenue sur le B-News Football Club. Vous le savez déjà, vous le savez très bien, ce sont les grandes gueules du football africain qui prennent donc le contrôle de votre écran. Ça fait plaisir, bien évidemment, de vous sentir connecté encore aujourd'hui. Et bien, comme vous le savez, comme chaque week-end, nous allons aborder aujourd'hui des questions de didactique, mais surtout des questions techniques relativement au football africain et surtout au football camerounais. Et bien, comme d'habitude, je ne serai pas seul, mais avant, je vous propose de regarder le sommaire qui est préparé ici par Inès Durel-Bengono. Au sommaire du B-News Football Club CHAN 2020, le film d'une élimination prévue. Les poulains de Martin Tungu-Pilé se font laminer en demi-finale du CHAN par les Lions de l'Atlas. B-News Football Club vous propose un document exclusif qui retrace le film de la participation au CHAN de Salomon Banga et de tous ses coéquipiers. CAF Ahmad is back. Dans l'une de ses nombreuses communications, le TAS, tribunal arbitral du sport, réhabilitait provisoirement Ahmad à son poste de président de la CAF. Ceci dans une mesure dite super provisionnelle visant à permettre aux Malgaches de bénéficier des mêmes chances que les autres candidats à l'élection de la CAF. On en parle avec nos experts dans le BFC. FECAFOOT qui, pour organiser le championnat, très attendu par l'ensemble des observateurs du football, la décision du TAS, tribunal arbitral sportif, mettait un terme au mandat de l'équipe Seydou Doumboudia est tombé le 15 janvier dernier. On apprenait par la suite que la FIFA souhaite maintenir les organes actuels jusqu'à la prochaine élection. À quoi va donc ressembler cette transition qui organisera les compétitions Ligue 1 et Ligue 2? Ça se discute dans cette édition. Installez-vous donc confortablement car les grandes gueules du foot prennent le contrôle de votre écran. Et oui, on est encore en direct sur B-News One, canal 395, sur Canal Sat et également en direct sur Facebook. Alors aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, un gros paquet nous attend. Inès Durel-Bengono vient de nous le confirmer encore. Eh bien, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'experts et de grosses gueules du football africain et camerounais. À ma droite, il s'appelle Steve Gabangena, c'est déjà un meuble de ce plateau et surtout de ce studio. Il est journaliste, ancien transfuge de la télévision internationale Vox Africa. Il nous rejoint une fois de plus aujourd'hui. Salut Steve, comment tu vas? Salut Francis Nguéné, salut à tous nos téléspectateurs et nos internautes qui peuvent désormais nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, la page Facebook de B-News One. Donc c'est un plaisir pour moi une fois de plus d'être là ce samedi pour naturellement traiter des sujets qui ont fait la une du football tout au long de cette semaine. Alors, juste à côté de toi, lui, on le connaît déjà bien, c'est également un meuble, notre consultant permanent dans le cadre de cette émission. C'est un administrateur de football, manager général de pas mal de projets et aussi représentant Afrique désormais de la compagnie, la compagnie Global Elite Sport Management ou alors la Global Nsangu Elite Management basée du côté de Manchester en Angleterre. Il est également le manager général d'Ofta de Kribi. C'est quelqu'un qui est doté d'une grosse expertise en matière de management et surtout d'administration du football. Il est avec nous, il s'appelle André Onana et d'ailleurs c'est avec cela que je vais t'accueillir. André, c'est avec une information qui a un rapport avec ton homonyme. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour Francis Nguéné, bonjour à Steve Gabangena que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonjour à notre million de téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec André, mon homonyme? Non, il faut dire qu'il aurait consommé un médicament prescrit pour sa femme. Enfin, il aurait, je préfère justement, sa compagne, voilà. Et puis, ce médicament doit comporter justement quelques produits dopants. Ça fait que l'UEFA... un médicament qu'il aurait confondu à de l'aspirine. Tout à fait. L'UEFA décide donc de justement lui donner 12 mois de suspension. Et il faut dire que l'Ajax a décidé de faire appel
de cette décision devant le TAS. Donc, comme pour Ahmad, nous attendons aussi de voir que la sanction infligée à André soit levée dans les jours à venir, mais il faut dire que ça a déjà commencé à écorner un peu son image. Nous savons que c'est un joueur qui est très réservé, c'est un joueur qui est discipliné. On a du mal à croire que véritablement il serait capable de se doper. Donc du coup, nous attendons que justement l'Ajax aille se pourvoir devant le TAS, que André ait gain de cause. Tout à fait, on l'espère bien. Peut-être Steve, un mot sur cette actualité quand même, parce qu'il faut rappeler qu'il est donc suspendu sur le plan du club, mais également sur le plan international, c'est-à-dire que... Non, par contre, c'est l'UEFA qui le suspend. Ça veut dire qu'il peut continuer à jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Non. Sa suspension, justement. C'est l'UEFA. Pas d'un rapport du WADA. Oui, je suis d'accord. Du World Anti-Dopage Association. Je suis d'accord. Mais jusqu'ici, c'est l'UEFA qui l'a suspendu pour les 12 mois. Oui, mais ça prend effet au niveau national et international. Donc, au Cameroun aussi, il est suspendu. Et même il ne pourra pas malheureusement participer aux éliminatoires, aux deux derniers matchs éliminatoires de la CAN, si jamais la suspension n'est pas levée. Et d'ailleurs, et à toute la campagne d'éliminatoire de la Coupe du Monde. Tout à fait. Bon, ça veut dire que c'est dommage pour lui parce que en même temps, pour nous aussi, pour nous, le Cameroun, pour l'Ajax, on connaît comment il est disputé sur le plan sportif, sur le plan footballistique, surtout à l'échelle européenne. On l'annonçait déjà à Dortmund. Le contrat devait être signé dans les jours qui viennent, mais avec cette affaire, je pense que Dortmund a déjà tourné la page à André Onana, ce qui n'est pas bien pour la carrière du bonhomme. Alors, nous, on aura peut-être l'occasion de revenir sur le cas Onana lors de nos prochaines éditions. On attend encore sur ce plateau Albert Ayomba, il est juriste. On attend également un de notre confrère qui est en service du côté de la télévision internationale Afrique Média, il s'appelle Fabrice Ndoum. Ils vont nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va, comme l'a dit tout à l'heure Inès Bengono, on aura l'occasion donc de faire le film de la participation du Cameroun lors de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Eh bien, il faut rappeler que les poulains de Martin Tungumpile se sont donc fait laminer par les Lions de l'Atlas, 4-0 quand même, ce qui est un score assez inédit. Les coéquipiers de Banga ont donc eu du mal tout au long de ce match-là. Mais il faut dire quand même que la compétition avait plutôt bien commencé. Comme nous le dit dans ce reportage, dans ce film carrément, préparé pour nous par Marwan Oumarou. Coup de tonnerre à Limbe. Le Cameroun, pays organisateur du CHAN, est tombé face au Maroc sur un score sans appel des 4-0. Le public, inconsolable, vide les gradins du Limbe Omnisport. Pourtant, c'était une demi-finale qui venait d'échapper aux Lions indomptables locaux sur leurs propres installations. Mais comment en est-on arrivé là? Pour le savoir, B-News Football Club emprunte la machine à remonter le temps. Mi-janvier, nous sommes à Yaoundé, à la veille du championnat d'Afrique des Nations. Le Cameroun est inquiet. Une préparation complètement manquée, un sélectionneur viré à la veille de la compétition, Dave Clément Aroga à Martin Tungumpile. La succession fut brusque et inattendue. Pour les Camerounais plus pessimistes, le sort du Lion à prime était déjà acté avant même le début de la compétition. La déculottée était annoncée d'avance. Les anciens Lions se succèdent dans la tanière des Lions. Chacun à sa façon booste le moral de la troupe à Martin Tungumpile. Samuel Eto'o en l'occurrence. Cameroun. Samedi 16 janvier 2021, jour de match d'ouverture. Tous les voyants sont au vert. Le spectacle offert en guise de cérémonie d'ouverture était époustouflant d'énergie. Le vivre ensemble et la grande diversité culturelle camerounaise sont brandis aux yeux du monde. Les Lions locaux participent à la fête en leur manière, dominant leur adversaire du jour, le Zimbabwe. Mais ni Soga, ni Meyon Alfred, encore moins Zoua Daougari
mais trouve le chemin de filer. C'est en seconde période qu'un défenseur prend ses responsabilités. Samuel Banga Bidjene 2 d'un retourné acrobatique donne de l'avance au sien. L'ambiance est électrique en Fandena. Le score restera inchangé jusqu'au terme des 90 minutes imparties pour la rencontre. Le premier pari est réussi. Le second est annoncé pour le mercredi 20 janvier face à l'un des favoris, le Mali. Légère modification du sélectionneur Dendi à la surprise générale remplace Etame Gombe. Dans l'axe de la défense, le Cameroun pousse très tôt sur un coup franc de Junior Fédé. Samuel Banga, de nouveau, vole plus haut que le défenseur malien. Un héros est né aux yeux des Camerounais. Mais la joie côté camerounais sera de courte durée puisque le Mali va remettre les pendules à l'heure sur un magnifique coup franc qui a laissé Atchoukeredo pantois. Autant il a été bien exécuté. Des occasions, il y en a eu dans cette rencontre, que ce soit du côté camerounais ou malien. Un but partout à la fermeture du rideau. La rencontre contre le Burkina Faso est donc annoncée comme le match de la qualification. Des visites se multiplient de nouveau dans la tanière des jeunes lions, notamment celle de Samuel Eto'o, qui sera plus déterminante. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avoir cette qualification? Regardez-moi et dites-moi, on a ce problème qui peut nous empêcher, c'est pas possible. Même avec les mains, nous allons l'avoir. Nous allons passer demain. C'est la seule chose que vous devez avoir. Les Camerounais connaissent les risques à courir au cas où les Burkinabés l'emportaient. Une mission défense est donc lancée. Atchoukeredo sera à nouveau le héros de la défense, repoussant tous les assauts adverses et réussira à garder ses cages inviolées. L'attaque camerounaise, comme dans les deux matchs précédents, est restée muette. Le Cameroun termine deuxième derrière le Mali et affrontera la République démocratique du Il est là, il nous a rejoint donc sur le plateau, il s'appelle Fabrice Ndoum, je le disais tout à l'heure, c'est notre confrère, il est journaliste de sport en service à la télévision Afrique Média. Comment tu vas Fabrice? Merci, ça va bien Franck, bonjour à André que je retrouve très bien, et votre consultant permanent Steve que nous avons le privilège de voir nous autres quand nous avons un peu de temps. Voilà, je suis à Yaoundé, merci de me convier à cette balade intellectuelle. Tout à fait, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. On manque encore à l'appel Albert Ayomba qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors justement, avant que tu n'arrives, on parlait du Kandro Nana, mais là directement on va entrer dans ce premier sujet. Et là, ce reportage, enfin cette première partie du reportage de Marouane Oumarou nous fixe sur la participation des Lions lors du premier tour. Et quelle est l'appréciation globale que tu fais justement des Lions indomptables? Moi je crois que Franck, tout comme moi, vous connaissez très bien la position que nous avons vis-à-vis de cette formation des Lions à Prime du Cameroun en ce qui concerne son organisation. Mais je vais quand même être honnête et dire que comparaison n'étant pas raison, ce groupe, du moins c'est la participation du Cameroun à cette compétition a connu vraiment un engouement de la part des autorités camerounaises. Il y a eu véritablement une nette envie de bien faire. Peut-être dans cette dynamique-là, on s'est peut-être trouvé parce que le souci que nous avons chez nous, c'est que parfois nous n'avons pas des personnes qu'il faut à des postes indiqués à un moment donné. L'envie de bien faire finit parfois par prêter le flanc à un certain nombre de choses. Non, cette formation,
moi je le dis, pour moi on devrait l'applaudir parce que personne n'attendait à ce niveau. Ça, il faut être honnête pour le dire. Je crois que vous et moi on a eu d'ailleurs un plateau à quelques jours de la compétition. On disait si cette équipe traverse la phase de groupe, pour nous ce serait un miracle, un mirage, à la limite même une prestation éléphantesque. Nous l'avons eu, même si les techniciens de la show vous diront que ce n'est pas la meilleure équipe sur le terrain parce que c'était haché, c'était décousu, c'était tout sauf du football. On était véritablement, d'aucuns disaient même d'ailleurs que nos tournois qu'on organise dans nos quartiers étaient meilleurs sur la production de jeux que nous avons vu. Mais après, ça reste du Cameroun. Après la très bonne épopée glorieuse de 2002, on n'a plus vu véritablement un véritable fond de jeu. C'est vrai, en 2008, il y avait encore ce petit souci de vouloir construire. Mais après, c'était à l'arraché 2017, c'était une prestation assez catastrophique pour un pays qui est, du point de vue du jeu, bien sûr, pour un pays qui est quand même réputé être une terre de football, c'est quand même assez lamentable, entre guillemets. Donc pour moi, oui, je comprends qu'aujourd'hui, on veuille faire véritablement le procès de cette équipe, mais le procès, il fallait le faire depuis. Il ne fallait pas attendre maintenant que les choses arrivent. Je crois que nous, journalistes, nous avons joué notre part de partition, contrairement à ce que les autres disent. Les journalistes ont fait leur part de partition. Basement, on a plus ou moins l'impression que la presse camerounaise n'est pas toujours bien comprise, alors elle est incomprise. Je crois qu'aujourd'hui, avec cette débat, il faudrait véritablement remettre les choses à plat. Peut-être on reviendra là-dessus. Donc pour moi, c'est un sentiment, je dirais, mitigé qui m'anime aujourd'hui après cette sortie. Et j'ai été, pour moi, surpris qu'on en arrive là. Moi, je crois qu'on a été honoré par ces gamins qui ont tout donné malgré tout ce que l'on peut décrier comme ayant émaillé la préparation de cette formation. Tout à fait. Je vous l'ai dit, vous avez affaire aux grandes gueules du foot africain. Ça ne mâche pas les mots, ça n'utilise pas la langue de bois. Et de l'autre côté, justement, Steve, comment tu apprécies justement la participation des Lions pour le premier tour? Je rappelle qu'on est encore essentiellement sur le premier tour. Non, on est tous d'accord que le premier tour était un peu brouillon. Brouillon tout simplement parce que on n'avait pas de fond de jeu. Ça commence quand même par on gagne un match d'ouverture vraiment à l'arraché. Quand tu regardes par exemple les statistiques autour des différentes rencontres des Lions indomptables, il n'y avait vraiment rien. C'est-à-dire que s'il fallait comparer l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui à une équipe qui commence à avoir du mal à jouer au niveau européen, par exemple, c'est l'équipe de José Mourinho, Tottenham, qui ne produit rien, mais qui... Après, on a Tottenham qui est quand même pragmatique. Oui, mais depuis, ça fait quoi? Tottenham qui était premier, aujourd'hui 8e du championnat. Parce que ça va donner sur 1-2 matchs. Mais après, quand on n'arrive pas à produire du jeu, et c'est ce qui est arrivé avec les Lions indomptables, un match, 2 matchs, on se qualifie avec une victoire à l'arraché, 1-0. Ensuite, on fait 2 matchs nuls. Oui, ça fait 5 points en 3 matchs, on se qualifie. Et après quoi? Après rien du tout. Parce que on a triché et ça nous rattrape. Juste après. Et Fabrice le disait si bien tout à l'heure. Quand on a raté une préparation comme la préparation des Lions, on se rappelle que lors du Pré-Chan, on a pris un petit maigre point et on a été éliminé avec la pire défense. On se retrouve aujourd'hui avec un but encaissé après 3 matchs, 2 buts encaissés après 4 matchs et qu'on prenne 4 buts. Non, on n'est pas encore là-bas, Steve. Non. On aura l'occasion de revenir. Mais déjà pour le premier tour, peut-être Steve, tu reviendras tout à l'heure, André. Le premier tour, ton impression? Écoutez, moi j'ai été satisfait par les joueurs parce que je ne les attendais pas traverser ce premier tour. J'ai suivi la préparation de cette équipe nationale et j'étais de ceux qui pensaient que ces joueurs, alors cette équipe n'avait rien pour franchir le premier tour. Tout à fait. Bon, mais heureusement, je l'ai toujours dit, je le disais la dernière fois, le Cameroun est un pays béni parce que, vous savez, la nature nous a gratifié de quelque chose. Le fighting spirit, nous ne sommes pas nombreux à l'avoir parce que je ne peux pas comprendre comment ces joueurs ont réussi à se surpasser pour déjà arracher ces premiers 3 points contre le Zimbabwe. Ensuite, aller faire nul contre le Mali. Vous connaissez en termes de production de jeu ce que le Mali est capable de faire. Et puis bon, voilà. Moi, je crois que globalement, je ne suis pas déçu de la prestation de ces joueurs. Parce que pour moi, ils ne sont en rien responsables du manque de championnat. Ils ne sont en rien responsables des guéguerres qui existent entre les dirigeants fédéraux, les dirigeants étatiques et puis un certain nombre d'acteurs du football. Globalement, je suis satisfait. J'aurais souhaité, moi, si j'ai une petite déception, c'est que j'avais senti l'équipe de A' sous Clément et Aroga
étant une équipe qui jouait. Je n'ai pas retrouvé ça. C'est pour ça que je dis, j'ai rien à dire en ce qui concerne les joueurs. C'est peut-être au niveau du staff qu'on peut relever quelques griefs. Donc, du coup, pour le premier tour, moi, je suis satisfait de ce que les garçons ont produit. Alors, justement, ils ont donc réussi à se qualifier, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, en quart de finale, ils ont eu forte affaire à un super favori de cette compétition qui n'était personne ou alors rien d'autre que la République démocratique du Congo. Une prestation, un match émaillé justement par une polémique baptisée au Cameroun, le Covid Gate. Eh bien, Marwan Oumarou, une fois de plus, nous replonge dans le film, dans l'ambiance même de la préparation et surtout de ce match RDC-Cameroun. Du Congo, double vainqueur de la compétition. La veille de cette rencontre est aussi le début de feuilleton Covid Gate. Des 25 cas positifs, la RDC se verra curieusement renvoyée à 3 cas. Après contre-expertise, l'odeur d'une tricherie plane dans les airs. Le Cameroun est pointé par le doigt accusateur. Mais la tanière reste sereine. Pour une première d'une équipe nationale camerounaise dans la cathédrale footballistique de Japoma à Douala, la pression pèse sur les épaules de ces jeunes joueurs locaux. La confiance de Martin Tungumpile est accordée au champion d'Afrique en club sur le front de l'attaque Yannick Dieng, armé d'une expérience en A et donc titulaire aux côtés du virevoltant Aqua Somo, Ngon. La RDC accueille les Lions à froid sur un coup de pied arrêté. C'est frappé fort au deuxième poteau, la tête et l'ouverture du score pour les Léopards. C'est signé Maccabi Linepo. Premier corner dans cette rencontre et premier but pour les visiteurs de la République démocratique du Congo qui viennent toucher les supporters camerounais ici à Japoma. La RDC mène 1-0. Le Fimbo annoncé à la veille par les Quinois semble se réaliser. Blessés dans leur orgueil propre, les Lions appriment ses révoltes. Sur un corner de Félix Oukine, mal lu par les Matampi, le portier et capitaine de Léopard, Yannick Dieng réplique et ramène les deux adversaires à égalité. La sortie complètement manquée de Lei Matampi et Yannick Dieng qui vient faire se lever le stade de Japoma. Égalisation, un poil gag avec la sortie complètement manquée du capitaine congolais. Poussé par un magnifique public, les Lions se surpassent et doublent la mise. Le milieu de terrain de Coton Sport de Garoua, Félix Oukine, dégaine une frappe magistrale déviée au passage, ce qui rend Lei Matampi de nouveau impuissant. Magnifique! Et Lei Matampi battu! Il a eu du mal à démarrer le portier congolais. Félix Oukine lui a tenté sa chance de loin et il a été parfaitement récompensé. Ça fait 2-1 pour les Camerounais qui sont parvenus à renverser. La seconde période ne changera en rien la physionomie de la rencontre. Pour la première fois de l'histoire, les Lions à prime franchissent les quarts de finale après 2 tentatives infructueuses en 2011 et 2016. Le rendez-vous est pris pour Limbe, adversaire du jour le Maroc, champion en titre, un autre favori.
Il nous a rejoint sur ce plateau, je le disais, je l'annonçais tout à l'heure. Lui, c'est Albert Ayomba, un visage que bon nombre d'observateurs du football camerounais connaissent déjà. Il nous a rejoint, je l'ai dit, il est juriste. Salut Albert, comment tu vas? Ça va, ça va. Ça se passe bien. Ouais, ça va. Tu sais, ici, c'est la maison, on est en famille. Ça se voit. C'est un club d'amis, on s'amuse et tout. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique. J'apprécie le concept de l'émission. Je pense que c'est vers ça que doit aller la presse camerounaise. Tout à fait. Et vous qui avez une expérience venue d'ailleurs, je pense qu'il faut détendre l'atmosphère. Tout à fait. C'est pour ça que je suis d'ailleurs venu. D'accord, très décontracté. Alors quand tu arrivais justement, on parlait de ce match RDC Cameroun. Je pense que tu as assisté à ce match du côté de Douala. Voilà, tout à fait. Alors quelle est ton impression justement? Quelle impression ce match-là t'a laissé toi d'abord en tant qu'administrateur, mais surtout aussi en tant que supporter des Lions après? D'abord une grande fierté. Une grande fierté parce que vous savez, la RDC a déjà remporté ce tournoi. Et en Afrique, je pense en Afrique subsaharienne, il y avait le Nigeria avant. Aujourd'hui, c'est clairement la République démocratique du Congo qui a un des meilleurs championnats en termes de structuration professionnelle, avec 3 grands clubs dans le top 10 africain. Tout à fait. Je pense qu'il y a le tout-puissant Mazembe, AS Club, Dari Club Mapembe, qui sont dans le top. Et du coup, on se disait, est-ce qu'on va pouvoir tenir au niveau, vous savez, chez nous, le championnat n'est pas très bien structuré. Les jeunes qui ont du talent, une fois qu'ils ont fait 2 ou 3 dribbles, ils s'en vont vendre leur expertise ailleurs. D'ailleurs, celui qui aurait dû garder les buts des Lions, tout à fait, du côté de la RDC. Derrière, il y avait quand même un sentiment d'incrédulité pour dire est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir. Et puis voilà, à la fin, au début on prend ses buts et puis il y a cette réaction extraordinaire. Je peux vous dire que nous étions tous en liesse. En liesse, vraiment, j'ai jamais ressenti une joie aussi forte ces 10 derniers mois. C'était vraiment extraordinaire. Mais Albert, justement, quand je t'ai dit que je te posais la question aussi en tant qu'administrateur, les Camerounais aimeraient bien savoir, d'abord, qu'est-ce qui s'est concrètement passé avec cette affaire de test Covid et surtout, comment est-ce que ça s'organise? Est-ce que c'est la CAF ou alors est-ce que c'est le Cameroun qui a pris celui de faire les tests? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je pourrais quand même vous dire que ce qui s'est dit dans la presse est aux antipodes de la réalité. Tout à fait. Donc j'ai eu la chance de traiter le dossier avec la commission disciplinaire de la CAF. D'accord. Il ne m'appartient pas de faire des révélations, mais il y a toute une autre réalité derrière cette affaire, en réalité, qui a été simplement, comment je peux dire, amplifiée. Globalement, je vais vous dire que c'est la CAF elle-même, à travers sa commission médicale. Et en l'occurrence ici, c'est le vice-président, un des membres de cette commission, le docteur Barzaghi, qui est tunisien, qui contrôlait les tests sur le site où la République démocratique du Congo était logée, notamment à l'hôtel Onomo. Bien sûr, les tests se font prélever par les experts de la CAF, mais ce sont les laboratoires camerounais qui finissent par les opérer et donnent les résultats. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Et il faut comprendre que les Congolais sont logés à l'hôtel Onomo pour leur match de poule. Ils y restent et quand ils arrivent, tout le monde connaît, ils sont testés et il est clairement dit que il y a 13 Congolais, ça c'était sûr de tout le monde. Il y a 13 Congolais qui sont positifs, dont le coach Ibenge. Les Camerounais sont à Yaoundé, ils sont au Mont-Fébé. Mais le sort du résultat du nul fait que nous sommes obligés, nous, de nous déplacer pour nous rendre du côté de Douala. Et la programmation prévoit que le deuxième de la poule de Yaoundé va, s'il va à Douala, loger à l'hôtel Onomo où se trouvent les Congolais. Les Congolais, tout à fait. C'est là, quand on arrive évidemment, puisque nous sommes dans le même hôtel, le médecin du site va donner une information à la partie camerounaise pour dire lorsque vous arrivez, voici. Je pense qu'il y a eu une mauvaise communication dans cette affaire qui a été amplifiée. Il y a seulement une inquiétude. Mais il faut dire quand même que les Camerounais ils ont quitté l'hôtel Onomo pour aller justement au Sawa. Quand on arrive dans ces conditions et qu'on nous dit qu'il y a 13 cas Covid et qu'on peut se rencontrer dans les ascenseurs ou le reste, la délégation camerounaise, la partie camerounaise décide donc de quitter l'hôtel Onomo 2 jours après son arrivée pour aller du côté de l'hôtel Sawa. Il se trouve donc au niveau de la réunion technique, effectivement dans les échanges, le petit frère André comment ça se passe, il y a des échanges. On pose des questions à toutes les parties prenantes, y compris au médecin de la RDC qui dit qu'il n'a pas de cas. Et le médecin de Lyon a pris, tout étonné que 2 jours
avant. Quand ils sont arrivés, on lui a dit qu'il y avait des cas Covid, mais il est étonné qu'on dise qu'il n'y a pas de cas. Bengue avait fait une vidéo justement où il n'y a pas de cas. C'est comme ça que c'est dit. C'est la version que le médecin nous donne. Il n'y a pas de. Elle est d'ailleurs corroborée par les médecins des sites. Bon, après, c'est allé dans tous les sens. Plus tard, ça a été dit que non, les Camerounais connaissaient les tests de Congolais avant, le machin. Donc, je pense que toute cette polémique, elle n'a pas grandi. Donc, c'est simplement ça. Tout à fait. C'est simplement ça. C'est-à-dire que j'arrive dans un hôtel, on me dit voilà, André et Ghislain, ils sont positifs. Et puis, on vient à l'émission, vous voulez nous faire asseoir. Je demande à Fabrice, Fabrice, comment se fait-il que André et Ghislain soient là alors que j'ai l'information qu'ils sont positifs? Ils devaient être en quarantaine. Voilà un peu, voilà comment ça s'est passé. Donc c'est pas une affaire d'étendre. De toutes les façons, la partie camerounaise a fait valoir. Donc, effectivement, cette affaire a été traitée par les instances disciplinaires et animant le département de l'affaire. Donc, d'une manière comme d'une autre, j'ai eu la chance de savoir exactement. Connaître du dossier. Vraiment, merci beaucoup pour ces éclaircies. C'est également à ça que sert l'émission B-News Football Club. Alors, peut-être un dernier avis sur le match. André, peut-être un dernier avis sur le match RDC Cameroun, peut-être avant qu'on ne passe au match fatidique contre le Maroc. Je crois que c'est le match qui m'a fait aussi énormément de bien. Le grand frère disait que ça faisait pratiquement 10 mois qu'il n'avait pas ressenti justement ce genre de frémissement. Moi, j'ai regardé le match dans une fan zone du côté de la Sonnelle centrale. Tout à fait, la fan zone des anciens Lions. Je vous assure que c'était une liesse. Il y avait les Camerounais véritablement étaient derrière leur équipe. Et ce sont des moments uniques. Peut-être que le football peut nous faire vivre ces moments. On s'est senti camerounais, on s'est senti fier de l'être. Et puis après, moi je vais dire qu'un coup de chapeau à ces garçons qui sont allés au-delà de leur potentiel. Ils se sont surpassés et ils ont fait au peuple camerounais quelque chose d'extraordinaire. Donc je reste encore fier de regarder les images de cette rencontre. Alors, peut-être, j'aimerais peut-être couler un mot autour de ce commentaire parce que j'entends des gens dire que la RDC était favori de cette rencontre et tout, mais écoutez, sur le papier, au vu du vécu de cette formation, moi j'ai couvert toutes les rencontres de la RDC du côté de Douala. En aucun moment on a senti véritablement une nette suprématie de cette formation. Je rappelle d'ailleurs que le coach, j'ai d'ailleurs eu à l'avoir un entretien, il y a pas mal de critiques qui sont faites autour de cette formation. Le 11 congolais était composé à près de quoi 70-75% des joueurs de l'AS Vita Club. 9 joueurs de l'AS Vita Club. Et il y avait déjà des critiques à l'interne de la presse congolaise. On l'a écouté, beaucoup n'étaient pas assez d'accord avec la démarche de Florent Ibeng. Et sur le terrain, c'est vrai, c'était ils sont habitués à ce caractère festif. Mais c'était pas un Congo assez rassurant. Wema Tampi, qui avait joué à peine, je crois, 90 minutes dans cette rencontre, qui est revenu après des points physiques. Donc il y avait un très bel emballage autour de cette formation, mais le contenu même n'était véritablement pas certain. Face au Congo, la formation a trimé. Face à la formation de la Libye, je crois, c'était pas serein autour de cette formation-là. Il y avait juste cette grosse tempête, la RDC, TP Mazembe. Je rappelle que même le TP Mazembe est rempli de beaucoup d'étrangers, donc il n'y a pas que des Congolais qui évoluent. Il y a le cas, comment il s'appelle, la Trison Poutou, qui a fait débat, est-ce qu'il doit être convoqué ou pas. Donc il y a que M. Florent Ibenge a choisi, selon la presse congolaise, de faire venir ces gamins de l'AS Vita Club qui pour eux n'étaient pas les meilleurs. Et donc vous avez vu qu'il n'a pas assez géré cette pression autour de cette équipe. Et après, face au Cameroun, il y a que cette équipe a présenté beaucoup de lacunes. Ce qu'on ne dit pas, c'est que cette équipe n'a véritablement pas été assez dangereuse sur le jeu. Pendant toute la rencontre, il y a eu quelques moments de flottement, mais après, c'était pas la grande formation qui avait été tant annoncée par la presse et tout. Oui, il faut dire quand même qu'effectivement, comme tu le disais, la presse congolaise faisait état du fait qu'il a décidé de venir avec 9 joueurs de son club, parce qu'il faut rappeler qu'il est aussi l'entraîneur de l'AS Vita Club, pour préparer justement ces joueurs aux prochaines échéances de la Champions League africaine. Franck, je pense qu'il faut comprendre, le CHAN, c'est pour les A-primes, c'est pour les locaux. Et regardez, la plupart des équipes qui sont arrivées sont venues avec une ossature de club. Tout à fait. C'est le cas du Maroc. Vous allez voir que la plupart des gars qui jouent sont Wydad et l'USM Agadir. Voilà, c'est eux qui forment. C'est-à-dire qu'il y a ce socle de base. Maintenant, nous,
Bon, lui, peut-être, il est journaliste sportif, il a plus d'investigation. Quand on regarde le palmarès, on regarde le vécu, on regarde le niveau de championnat, on regarde la performance des clubs congolais en Ligue des Champions, et même en Coupe de la Confédération. Du coup, on part avec des appréhensions que nettement, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs. Maintenant, lui, il est journaliste sportif, il a d'autres informations. D'autres informations que nous n'avons pas. Mais il peut comprendre pourquoi nous étions emballés. Alors, nous, on va faire quoi? On va donc... Encore qu'il faut dire aussi que la formation de République démocratique du Congo avait quand même un peu de frousse face au Cameroun, parce que... elle n'a jamais gagné. Elle n'a jamais gagné le Cameroun au Chad. C'est ce qu'on oublie de dire. Voilà, elle n'a jamais c'est gagné. des paramètres sur lesquels il faut revenir. Quand on vient en face d'un gros lion, comme le quoique un peu malade, quand on vient en face d'un lion comme le Cameroun, et qu'on n'a jamais, face à laquelle on n'a jamais remporté une rencontre d'envergure, on doit dire que on a quand même une plus grosse pression que l'équipe qui est en face. Et quand on réussit à marquer très vite, comme la RDC a marqué très vite, et qu'on se fait rattraper dans la foulée, on commence à prendre le coup et on se dit, est-ce qu'on va y arriver? Et je pense que le Cameroun a beaucoup misé sur ça, a profité justement de cette faille pour pouvoir prendre le dessus sur cette formation. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je le disais tout à l'heure, il y a donc ce match qui est venu donc gâcher justement ce petit conte de fées qu'on vivait jusque-là, ce fameux match contre les Lions de l'Atlas. On annonçait ce match comme le clash de titans, normal, puisqu'il s'agissait quand même de deux fauves qui descendaient dans l'arène. Mais après, le Maroc restait également un super favori puisque tenant du titre. Et donc, le Maroc a donc laminé, je le disais tout à l'heure, les poulains de Tongo-Pilé 4-0. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On termine ce film que nous propose Marouane ou Maroua Nouveau. Favori. Mais ces favoris-là étaient bien plus costauds que les précédents. Les Camerounais prennent le jeu à leur compte. Les 15 premières minutes avant de craquer par la suite. Achou Keredo, jusque-là irréprochable, sauve une balle. Dégainé par Ayoub Kabi, un réflexe digne d'un gardien de classe mondiale. Mais très vite, il passera des héros en bourreau en l'espace de 5 minutes. Sur un coup franc, pourtant négligeable, une erreur de la main et une correction marocaine. Une erreur faisant appel à une autre. Un mauvais alignement de la défense laisse filer l'inarrêtable Raimi Sofiane vers le but. Football indigne de ce que ces jeunes nous ont montré jusqu'ici. L'espoir est porté sur la seconde période qui débute à son tour par un nouveau souffle camerounais avant que l'arme ne change d'épaule. Et Tamé Gombe, trop pressé d'exécuter un coup de pied arrêté, glisse involontairement la balle à son adversaire. Jamin 304, le Maroc va donner le coup de grâce. Même un espoir sur le VAR suite à un potentiel hors-jeu sur le 4e but ne sourira pas au Lion à prime. Le rêve était pourtant très beau pour s'arrêter là. Dans les vestiaires d'une équipe dépitée, le président par intérim de la FECAFOOT réallume les flammes sous une cendre refroidie. Vous n'avez pas à avoir honte. Le score ne reflète même pas la réalité du match, mais c'est un peu sévère, mais c'est la victoire, c'est tout chose. Ok? Courage. Une aide d'honneur de quelques supporters restés les accompagnera afin de les encourager. On est fiers de vous, on est fiers de vous. Vers d'autres objectifs, la petite finale. Elle se jouera ce soir au stade de la réunification à Douala. Une occasion pour les Lions à prime de rugir de nouveau, avec une particularité, celle d'être la seule équipe du Chan à avoir foulé toutes les pelouses concernées par la compétition. Alors voilà, donc on a terminé vraiment par une ode de tristesse, d'ailleurs avec ce fond sonore que nous a proposé Marouane Marou, ce fond sonore de Titanic, le fameux film que beaucoup de Camerounais ont regardé. Alors justement, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le Cameroun sort peut-être par la petite porte, Fabrice, 4-0.
c'est lourd quand même. Oui, petite porte par rapport au score qui a été infligé au Cameroun, mais grande porte par rapport à tout ce qu'on a évoqué ici. Mais il faut dire que, Franck, honnêtement, je n'aimerais pas être à la place de l'entraîneur avant cette rencontre parce qu'il y avait plusieurs interrogations. Est-ce qu'on va garer le bus? Est-ce qu'on va aller à Armégal avec une formation qui avait les atouts nécessaires pour dominer largement les débats? On avait une formation du Maroc qui a commencé timidement la compétition avec des matchs entachés peut-être de conflits face au Togo, surtout face à l'Ouganda, mais qui est face à l'Ouganda, à la 42e minute, elle est même déjà éliminée. Elle est éliminée, donc, et qui a su monter en puissance, qui a su véritablement garder la tête sur les épaules. L'entraîneur a su véritablement, parce qu'il y avait aussi une grosse pression. La presse marocaine, elle est aussi assez imposante comme celle camerounaise. Vous avez vu d'ailleurs son capitaine qui a eu du mal à rentrer dans la compétition parce qu'il y avait assez de pression qui était mise sur les épaules de ces garçons. Il fallait marquer, vous êtes le recordement de cette compétition et on ne comprenait pas pourquoi est-ce que les mecs ne réussissaient pas à s'imposer. Mais après, le rouleau compresseur marocain a été véritablement déroulé à partir de la troisième journée. Donc à ce moment précis, l'entraîneur s'est dit, est-ce que je vais garer le bus? Parce que forcément, si je gare le bus, rien ne me garantit que je vais à l'opposé répondre offensivement parlant. Maintenant, si je vais à Armégal, est-ce que j'ai les éléments nécessaires pour aller à Armégal face à une formation marocaine? Je crois qu'on n'a pas été trop aidé avec la victoire face à la RDC parce qu'on s'est dit, oui, on a tutoyé la RDC, mais monsieur, le Maroc était bien plus au-dessus que la RDC parce que techniquement, physiquement, on a compris que même quand le Cameroun a voulu mettre de l'impact physique, le Maroc était présent. Quand on a voulu aller techniquement, on a été laminé, tout simplement. Alors, Albert, est-ce que justement ce qui manquait à cette équipe du Maroc, ce n'était pas un match référence? Parce qu'on a vu que le troisième match, ils sont montés en puissance. On a découvert d'ailleurs Soufiane Raimi lors de ce troisième match-là. Est-ce que ce n'est pas ce match-là qui est le véritable déclic de la performance actuelle du Maroc? Oui, peut-être. Mais je voudrais revenir sur des postures un peu plus générales. Deux choses vous amènent vers la victoire quand vous allez dans une compétition comme celle-là. La préparation et le facteur chance. Que vous le vouliez ou pas. Mais oui, et je vais vous dire pourquoi. J'ai la chance parce que pour le compte de la commission de veille du COCAN, j'étais désigné chef de pôle avec Panda, donc j'ai vu toutes les matchs du Maroc là-bas. D'accord. Contre le Togo, en réalité, le pénalty qu'ils ont contre le Togo, il reste discutable. Oui, il reste discutable, tout à fait. Si oui, la chance ne vous suit pas... De deux arbitres, quand même. Si la chance ne vous suit pas, vous ne gagnez pas. Puis ils font un piètre 0-0 contre le Rwanda, et tout le monde commence à dire, mais est-ce que c'est possible? Il y a de la part de la mission diplomatique au Maroc ici, une prise de conscience. On loue des Camerounais. Vous savez, ils avaient des supporters autant que des... Ah bon? Payés par match. Ils avaient autant de supporters que... C'est-à-dire, vous voyez des gars... Beaucoup de sifflets final, chacun avec son père. Et on a maintenant ce fameux match contre l'Ouganda. L'Ouganda ouvre magnifiquement le score. Tout le stade de la réunification est d'ailleurs derrière l'Ouganda, je ne sais pas pourquoi. Et pendant ce temps à Limbe, le Togo est en avance sur le Rwanda 2-1. Le classement, c'est Togo 6 points. Ouganda 4 points parce qu'ils sont en train de mener. Maroc 4 points, mais ils sont derrière, mais ils sont éliminés en ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? 43e minute, tac, sur une action encore aussi discutable, ils ont un penalty. Parce que les deux premiers buts du Maroc, qui les laissent avoir la tête hors de l'eau, il faut le dire, ces deux pénaltys qui sont jusqu'à aujourd'hui vraiment discutables. Et aujourd'hui, quand même, et derrière, quand il y a la chance, donc la préparation, ça commence à dérouler. Après, ils peuvent marquer 3 autres buts à l'Ouganda, ils gagnent 4-1. Ils sont véritablement sur un nuage contre la Zambie. Ils viennent contre le Cameroun. Et ils entrent dans un autre match psychologique avec le Cameroun. C'est-à-dire qu'ils refusent de regagner l'hôtel dédié par la CAF à Limbe. Ils disent qu'ils vont aller le jour du match. Limbe Yaoundé, c'est pas quand même. Limbe Douala, c'est pas loin, mais c'est pas loin. pour la performance d'une équipe, on se pose des questions. Comment ils vont faire? Bon, je pense que c'est tout ça. Je pense aussi que de notre côté, peut-être qu'il y a eu une très très grosse préparation psychologique ou parapsychologique qui a fait que nos meilleurs à tous ces jours n'ont pas brillé. Parce que, regardez, Ako Assomo qui doit porter le danger. À aucun moment, il a été vraiment s'est montré dangereux. On va le gardien de but qui commence bien et après, vous voyez ce qui arrive. Le jeune Yankam, crédité d'un bon début de match, qui ne peut pas comprendre, qui ne doit pas laisser Raimi derrière lui. Et puis, c'est comme ça. Bon, c'est le jeu. Donc, je pense que
Les Lions n'ont pas démérité. D'ailleurs, c'est leur meilleure performance depuis qu'ils participent à cette compétition. Ils n'ont pas démérité. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux si on avait appréhendé, abordé le match difficilement. C'est l'occasion pour moi de leur envoyer encore nos encouragements, surtout qu'ils jouent un match déterminant aujourd'hui. Tout à l'heure, c'est le sport, c'est comme ça. Parfois on gagne, parfois on perd. Et puis, le dernier élément qu'il faut noter, c'est que l'équipe du Maroc actuelle a 52% des joueurs qui jouent avec la sélection A. Tout à fait. Ayoub El Kabi, il est l'attaquant du vrai Maroc. Le défenseur, il est le défenseur du vrai Maroc. Raimi est le latéral du vrai Maroc. Beftini, le gardien, il est le gardien du vrai Maroc. Donc ils ont 6 joueurs qui jouent à l'équipe A, qui sont souvent renforcés par les Belanda, c'est lui qui joue également à la Lazio, 3 ou 4 personnes là, c'est tout. Il faut dire que Raimi justement, qui est donc là. Or nous, on n'avait même pas un joueur qui part même souvent regarder les entraînements. Peut-être on m'a dit Oukine qui a quand même de temps en temps. Mais ils sont souvent allés regarder un peu les entraînements des Lions, mais c'est pas... Donc, en réalité, ils ont d'abord leur force, c'est-à-dire qu'ils ont leur équipe A. On les attend dans 11 mois, quand ils viendront ici, si nous sommes dans la même poule. On va jouer d'armes égales à égales, on verra s'ils peuvent faire avec les grands Lions. Alors, on va analyser, peut-être, on viendra André, on va analyser ce match en profondeur avec des éléments plus techniques et des statistiques qui vont avec. Eh bien, c'est la palette de Steve. On prend un jingle et on se prend tout de suite. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau, c'est l'instant de la palette de Steve qui va donc revenir de manière globale sur les statistiques collectives, les statistiques globales déjà de ce match. Mais on va également évoquer les statistiques individuelles de certains joueurs, camerounais pour essayer de comprendre réellement ce qui n'a pas marché, d'abord défensivement et puis peut-être offensivement avec des joueurs comme Ako. Alors Steve, c'est l'heure de ta palette. Donc bienvenue à toutes et à tous sur cette palette parce que nous allons profiter pour analyser un peu de manière statistique mais aussi de manière très profonde de cette rencontre qui a opposé la formation du Maroc à celle du Cameroun. Je dois avouer qu'en dehors de la différence des buts au terme du match, on a eu un match quand même assez équilibré quand on regarde en termes de possession de balles. 4 buts encaissés pour un match un peu équilibré sur la possession. On a eu une large domination marocaine qui a tiré 12 fois au goal pour cadrer 9, contrairement à l'équipe du Cameroun qui n'a pu tirer que 6 fois pour 0 tir cadré. C'était déjà un problème qu'on évoquait lors des 4 premiers matchs. Les attaquants n'arrivaient pas véritablement à se projeter. Oukine, sur qui on comptait avec une grosse frappe, n'arrivait justement pas à la déclencher. On est arrivé, on va passer sur les corners. Les fautes, on voit par exemple que contrairement aux autres matchs, les Camerounais ont concédé moins de fautes. On a eu une équipe marocaine qui jouait un peu, qui essayait de contrer les phases offensives de l'équipe du Cameroun. Donc on parlait d'anti-jeu, mais en interceptant déjà les actions camerounaises. On a vu le capitaine qui était attaquant qui a dû faucher les offensives camerounaises. Vous voyez donc en termes de possession, on a 359 passes pour le Maroc contre 352 pour le Cameroun. En termes de duels gagnés aussi, c'est une statistique qu'il va falloir véritablement regarder. Beaucoup de duels gagnés pour l'ensemble de l'équipe nationale du Cameroun contre seulement 43 duels gagnés pour l'équipe du Maroc. Et voilà les interceptions donc, du match qui sont largement en faveur du Maroc. On va revenir naturellement pour analyser quelques statistiques des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. On va commencer au niveau des goals par Achou Kerido. On n'est pas surpris par le nombre de ballons touchés. On l'évoquait déjà la semaine dernière, 39 ballons touchés en un match. C'était déjà plus de 120 sur les 3 premiers matchs. 39 ballons touchés sur ce seul match. On comprend qu'il participe beaucoup au jeu. Seulement 3 arrêts en surface. Avec toutes les actions de jeu qu'ont eu les Marocains. 3 arrêts en surface seulement, c'était quand même insuffisant. 15 passes réussies. Bon, si on touche 39 ballons, c'est normal qu'on puisse réussir
3. Voilà, on n'a aucune sortie aérienne réussie. On comprend tout à fait que la première boude lors du début du match de Acho Querido face justement à ce coup franc qui a été très très bien exécuté par les Marocains. Cette première boude qui permet au Cameroun de concéder son premier but a permis à ce grand gardien qui pour moi jusqu'ici reste le meilleur gardien de ce tournoi de sortir véritablement de son match. On va prendre très rapidement le prochain joueur. Il s'agit du capitaine Solomon Banga qui a touché beaucoup de ballons. On a vu un capitaine qui avait envie de porter son équipe vers l'avant, quoique les armes étaient insuffisantes. On l'a vu dans beaucoup d'interceptions, 35 passes, 3 duels au sol, 15 ballons perdus. Je pense quand même que jusque-là, je le relevais encore la semaine dernière, 15 ballons perdus pour un défenseur, c'est beaucoup. C'est énorme. On peut expliquer ça d'une double façon. Premièrement parce que oui, il n'arrive pas à trouver ses coéquipiers, peut-être parce qu'il y a beaucoup de ballons joués en transversal, mais également parce qu'on a des attaquants et des milieux de terrain qui ne viennent pas chercher au pied. Du coup, ça devient difficile pour un défenseur comme Banga de relancer. Mais moi, je pense que le nombre, on aurait pu peut-être démontrer également le nombre d'interceptions parce qu'il en a fait énormément. On a vu beaucoup de ballons gagnés par Salomon Banga au niveau de la défense. On va très rapidement prendre également un autre pilier de cette équipe, Loïc Ako Assomo. On l'a vu très percutant lors des 3 premiers matchs. 31 ballons touchés en demi-finale, 13 passes, 5 duels au sol et 11 ballons perdus. 11 ballons perdus encore, c'est beaucoup. Parce que quand on a une équipe où on a un leader offensif comme Ako Assomo et qui n'arrive pas à transpercer les lignes marocaines, ça pèse beaucoup pour une équipe comme celle du Cameroun. Et c'est ce qui a pêché justement lors de cette demi-finale, parce qu'on n'arrivait pas à trouver des liaisons entre le milieu de terrain et l'attaque. On passait tout le temps par le côté gauche et Ako n'arrivait pas à trouver les attaquants. Les attaquants ont aussi relevé quand même qu'il y a eu une grosse limite quand même de la part de l'entraîneur du Cameroun, celle d'avoir aligné 2 latéraux sur le flanc droit. On s'attendait à un jeu plus défensif de ce côté, mais je dois avouer quand même que... On devait bloquer justement Raimi, mais malheureusement Raimi a mis à lui seul 2 buts. Donc c'est un choix qui a été déjà discuté et qui reste aujourd'hui incompréhensif de la part du coach. Encore que quand on aligne 2 défenseurs sur le même couloir, on est en train de montrer à l'adversaire quelles sont ses faiblesses. Et je pense que ça a porté préjudice à donc l'équipe du Cameroun. Donc on a le match de RDC Cameroun. Peut-être avant de revenir, Guinée-Cameroun. Avant de revenir peut-être sur le match Guinée-Cameroun, Albert, déjà ton impression au vu de cette analyse statistique quand même qui est assez révélatrice des manquements de cette équipe-là. Oui, c'est clair. Je félicite d'ailleurs Steve pour son travail d'analyse. Je pense que là, il y a des choses qui n'apparaissaient pas tout de suite. Je pense qu'à partir de cette analyse, notre défaite s'explique aussi. Tout à fait. Ce qu'on avait déjà vu sur le terrain, mais là, avec des chiffres, c'est encore plus clair. C'est encore plus parlant. Alors Fabrice, toi on comprend rapidement l'agacement de Dieng, parce que tout à l'heure Steve le dit, vous ne pouvez pas aligner sur un même couloir 2 joueurs à vocation défensive. Et maintenant, lorsque vous êtes mêlé, vous faites encore entrer des défenseurs. Alors qu'il y a des mecs comme Meillon qui sont sur le banc de touche, qui peut apporter de la vitesse. Qui est blessé, on me signale à l'oreillette que Meillon il est blessé. Il est blessé. Il y a Gonatiati mais après, il y a Gonatiati. Il y a même le très promoteur Brian Soga qui peut apporter de la vivacité, de la percussion. Et après, vous les mettez au banc alors que vous avez aligné des joueurs défensifs dans un système qui se veut offensif. C'est encore là le paradoxe. Quand on met des jeux défensifs, on met une animation défensive. Mais vous ne pouvez pas mettre des jeux défensifs avec une animation offensive, parce qu'on joue en 4-3-3 avec des joueurs qui a priori doivent défendre. Donc il y a vraiment il est incompris. Et après on peut comprendre rapidement peut-être les stats d'Ako. Rappelons qu'il a joué depuis le début de la compétition. Le mec il est assez émoussé. Donc pourquoi ne pas soit le reposer, alors trouver un système où il va être peut-être un électron libre. Tout à fait. Et là, dans ce sens, moi je crois, il y a un match, je crois, il y a eu des rencontres où il s'est retrouvé dans cette position. J'ai vu beaucoup plus un mec qui allait rapidement à l'axe, mais un mec qui a joué depuis le début et qui doit encore avoir face à lui des géants marocains qui sont. Donc,
pour moi, ça peut s'expliquer aussi du fait que Dieng n'est pas assez rapide. Dieng, c'est pas le mec qui va te prendre la profondeur. C'est un mec qui va jouer au pied. Donc vous avez un mec comme Dieng qui est attaquant de pointe, mais qui reste sur place, qui veut jouer à la baballe, alors que vous voulez de la percussion, vous voulez de la profondeur avec Akwasomo, bah forcément, il va aller toujours buter face à la défense, ou alors il va tenter des dribbles qui ne pourra pas réussir parce qu'après il est moussé, il est carbonisé à autant de rencontres. Donc pour moi, il n'a pas été assez aidé par le groupe, par le staff, mais surtout par ses coéquipiers. Après, la stade de Banga, bah, Steve l'a bien expliqué. Vous avez des milieux qui sont aussi assez en panne d'inspiration, qui ne viennent pas porter le jeune Okin. C'est vrai, on lui connaît un certain nombre de compétences, mais lui aussi, je vous assure, il est bouffé dans ce milieu de terrain-là, il est complètement perdu. Il a joué tous les matchs. Tous les matchs, ça devient assez compliqué pour lui. Pour un garçon de son âge. J'aurais souhaité voir un mec comme Chente qui connaît ce football arabe, permettez, ce football d'Afrique du Nord et qui a une certaine carrure sur le terrain. Au Kenya, ça fait pas, ça fait je crois 1m60. C'est pas aussi le grand gabarit qui s'y est. Donc même quand il perd le ballon, il n'est pas facile pour lui d'aller le gratter sur les pieds adverses. Donc forcément, ça explique le fait qu'on ait un Banga qui veut absolument trouver de la profondeur, de la verticalité, de la latéralité. Mais après, il y a des mecs qui ne viennent pas trouver. Parce qu'à côté aussi, il y avait un bloc médian marocain, ce qu'on ne dit pas, qui était très haut, qui nous a empêché véritablement de pouvoir sortir le ballon au pied, nous obligeant soit de chercher des longs ballons sur le côté, ou alors de forcer toujours avec cet éternel côté, avec Akwasomo. Alors, je veux rappeler que dans ce milieu de terrain, on aurait eu un mec important comme Fabrice Onana, qui a beaucoup gratté, qui a gratté énormément de ballons face au Burkina Faso. On devait avoir un grand gabarit comme celui-là à la récupération des balles, à côté d'un Okin qui développe, à côté d'un Tuente. On est d'accord que mais Penda aussi, ça n'a pas donné. Il arrivait à sortir le peu de ballons qu'il pouvait. Mais quand on est mené 2-0, on n'a plus rien à perdre. On jette les attaquants dans l'eau et puis on essaye d'aller... Parce qu'après, on remplit les défenseurs au milieu, on ne fait que prendre, dans le stade, on ne fait que prendre des buts et on n'arrive pas à réagir du côté du staff technique. Tout à fait. On espère donc que ces erreurs pourront être corrigées lors du match de ce soir contre la République de Guinée. Et d'ailleurs, à cet effet, on a donc notre confrère de CFoot Magazine, Alain Denis Ikoul, qui nous a proposé un 11 probable, le 11 probable des internautes du magazine CFoot Magazine. Alors, ce sera avec toi, Steve, tu vas présenter justement aux téléspectateurs ce 11 probable. Voilà, donc on pourra garder dans nos cages Achouki Rido et Tamé Banga, ça va, quoique Banga peut être discutable aujourd'hui parce que beaucoup d'erreurs depuis le début de la compétition. On voit très bien. Non, je dis Etamé, pardon. Tout à fait. On voit très bien le fighting spirit du mec que beaucoup ont comparé à Rigobert. Mais après, tu le remplaces par qui, Ndedi? Il est blessé. On a 33 joueurs. Sur les 33 joueurs, on a au moins 10 défenseurs. Et qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un pour remplacer Etamé, il y a problème. Non, il y a un bon défenseur, je parle du défenseur de Bangoutos, de Mbouda, qui est rentré au milieu de terrain dans le match contre la RDC. C'est un défenseur central. Voilà. Ah ouais, tout à fait. Voilà. Oui, Asana, ça va. Kenny aussi, c'est une belle trouvaille parce que on avait de ce côté-là, on avait des frayeurs après la sortie. Angulo, oui, après la sortie de Serge Angulo. Mais je pense que Kenny, quoi qu'il ait perdu beaucoup de ballons aussi, très offensif. Mais même offensif. Il a une grosse vocation offensive. Heureusement que Etamé devait être de ce côté. Heureusement qu'Etamé a gratté beaucoup de ballons qui venaient de ce côté. Okin Penda, c'est bon. Est-ce que Zoa est un bon choix pour le milieu de terrain? Alors, moi, sans te couper, Steve, on a l'opportunité d'avoir un responsable de la FECAFoot sur le plateau. Moi, ce que je veux savoir, Albert, est-ce que Zoa est blessé réellement? Ou alors, est-ce que Zoa a demandé les primes? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi, depuis, on n'arrive véritablement pas à le... Pourtant, lui-même a déclaré qu'il était déjà prêt pour aider l'équipe. Bon, honnêtement... pas assez d'informations. C'est celle que j'essaie pour que l'opinion soit fixée. J'ai pas assez d'informations. On connaît aussi la règle de fonctionnement des vestiaires. Tout à fait. L'équipe est encore en compétition. Peut-être que plus tard on saura. Inutile de déstabiliser l'équipe, les choses telles qu'elles sont, peut-être intéresser lui-même après. Tout à fait, tout à fait. Et donc on a un Zoa qui serait donc en position de 10. En position de 10. Un peu comme au match d'ouverture. Non, au match d'ouverture, il était attaquant. C'est le fait pour lui de revenir à chaque fois vers le milieu qui l'a transformé comme ça. À quoi, à ce moment, oui, mais je pense qu'il faudrait le utiliser. Il faudrait moins l'utiliser. Meillon, voilà, par exemple, Meillon qui... Meillon est blessé, d'après les informations qui nous viennent de la tanière. Voilà, on n'a pas la photo de Bougain. De Bougain.
est-ce que c'est le bon choix en termes à l'attaque, à la pointe? Moi, je mettrais Soga à la pointe au Bougain. Par exemple, on a Soga qui pouvait faire mieux. Jusqu'ici, pour un dernier match comme celui-là où il fallait quand même sauver l'honneur du Cameroun pour en rentrer au moins avec une médaille. Le 11 entrant du coach Martin Tongopile, pour qui j'ai beaucoup de respect, reste quand même un peu discutable. Non, mais là c'est une proposition des internautes de CFoot. C'est une proposition, c'est un 11 probable. Voilà, c'est un 11 probable. Maintenant, moi, peut-être, pour la folie, vous savez, c'est quand même le dernier match. J'aurais mis peut-être le petit garçon de 16 ans là, Franck Edima, par exemple. Peut-être à la place de Penda. Encore que Penda, je pense qu'il a pris le vol pour rejoindre les juniors, d'après ce que on m'a dit. Je n'ai pas l'information, je ne suis pas sûr de cette information. Il y a un joueur, je me dis que non, mais il y a un joueur qui est sorti du groupe qui est allé au Maroc. Oui, c'est lui, c'est Penda. C'est lui le capitaine, c'est le capitaine des U20. D'accord. C'est le capitaine des U20. Voilà. Ça veut dire que logiquement, on pourra avoir Fabrice Badouidama ou alors oui, ou pourquoi pas Franck Edima, 16 ans quand même, ce serait bien de le lancer. Enfin, 16 ans, je crois que. moi j'aurais. J'irais de le préserver, lui permettre de rentrer. Moi, je mettrais un bon Atiati à la place de Ngougan. Je maintiendrais, comment on l'appelle, Mani Cré, crédité pour ma part d'un très très bon tournoi. Ouais. Je pense que. On a vu ces statistiques la semaine dernière, c'était pas ridicule. Toute l'équipe d'ailleurs, mais je pense que Mani Cré, Ngon Atiati, il a ce côté qu'il met beaucoup de pression. Il court beaucoup. Je pense que j'ai vu un peu le style guinéen. Il faut des personnes, il faut un attaquant qui les gêne dans la percussion offensive, en attaquant devant, avec des balles qui peuvent donc effectivement être en profondeur. Si j'avais quelque chose à dire, je mettrais Mani et Bonatiati serré en pointe. Mani reviendrait là. Peut-être seulement ce que je peux dire. Alors, peut-être il y a André qui n'a pas peut-être dit grand mot. André, alors déjà en perspective justement, comment tu entrevois ce match contre la Guinée. Attention, la Guinée quand même qui pratique l'un des meilleurs footballs de ce tournoi. Oui, c'est l'une des meilleures équipes. Ouais. Vous savez aussi qu'ils ont une base avec le grand Oroya qui est. Tout à fait, Oroya, Afia, oui. Afia et Kaloum, US Kaloum, les trois grosses équipes. US Kaloum, Afia, Oroya. Tout à fait. Je voulais revenir sur une stat, si vous permettez, celle de Banga, Banga, qui avait fait 8 fautes en 3 matchs, les 3 premiers matchs, mais qui se retrouve en train de perdre 15 ballons. Ouais. Il avait perdu 8 ballons pendant 3 matchs, 3 premiers matchs. Mais là, vous vous rendez compte qu'il a perdu 15 ballons seulement en un match. Il s'est certainement passé quelque chose, je ne sais pas, peut-être une consigne ou alors il a voulu essayer quelque chose qui n'a pas marché parce que c'est énorme pour un défenseur central. On a 15 ballons et ça paye cash 4 buts. Justement, et puis je vous disais qu'Achou Guerredo avait un petit problème. Concentration. Concentration. Ouais. Déjà, le premier but qu'on prend contre, je crois, le Mali. Voilà. Voyez, justement ce coup franc. Il est un peu masqué, non, André, sûr. Oui, mais après, c'est sur lui que le ballon. Mais justement, il est du côté où il doit être. Qui n'est pas bon. En fait, il fait une mauvaise anticipation. Voilà, absolument. Il vient, il ne peut pas repartir. Ça fait partie du jeu, André. Bon, oui, mais justement, il a voulu anticiper. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Après, il y a 4 buts. Non, en fait, je l'ai dit parce que voilà, je travaille avec quand même l'un des experts, les mieux l'outil dans le monde en termes de coaching psychologique. Ali Roussango, qui est la fédération anglaise de football. Ouais. Donc, du coup, quand il y a des matchs comme ça, nous essayons d'analyser la concentration, ce travail pendant l'entraînement. C'est pour ça qu'il faut des préparateurs psychologiques. Vraiment. De vrais préparateurs psychologiques. On a parlé tout à l'heure de la méta-préparation. Tout à fait. Donc, quand on regarde, ce sont des choses qui se travaillent. Quand ça se travaille à l'entraînement, quand on répète à l'entraînement, ça devient un peu plus facile. Parce qu'on ne va pas seulement demander de se concentrer. C'est un exercice qu'il faut travailler pendant l'entraînement. C'est-à-dire que le préparateur psychologique arrive, il met en place tout ce matériel qu'il faut. Il travaille la concentration, le contrôle émotionnel, ainsi de suite. Donc du coup, moi je crois que ça nous permet justement d'entrevoir la suite. Ça, c'est très important. Nous avons les U17 qui sont en compétition, nous avons les U20 qui commencent le 14 février. Il faut justement retrouver de plus en plus ce genre d'exercice pour que d'ici là, ces enfants, ces U17, ces U20 se retrouvent à l'équipe nationale. Maintenant, il y a un joueur, vous avez parlé de Bougain, j'ai eu la chance de l'avoir en 2017, il jouait en 3e division à la Moufou Afamba avec Mimosa Sport Academy, donc j'étais le manager général.
C'est un avant-centre qui justement peut faire l'affaire. Il est costaud, il est grand, il est puissant. Il peut maintenir les défenseurs burkinabés, permettre justement à Ngona Tiati, Guinéen autant pour moi, Ngona Tiati, on en a parlé. J'ai trouvé que c'est un joueur qui a une bonne envergure. C'est quelqu'un qui peut apporter la percussion sur le côté. Et il a aussi un bon coup de pied, sauf que jusqu'ici, je ne l'ai pas encore vu frapper de loin, avoir, bon si, une frappe, je pense au deuxième match, qui a failli, mais je crois que Ngona Tiati associé à Boguin, on peut avoir quelque chose de nouveau. C'est un joueur qui va peut-être vouloir aussi montrer que sa sélection, vous savez qu'elle a été contestée, elle a été retenue lors d'un match à Douala, un match de préparation, ça a été contesté, mais un garçon comme ça, si on le lance dans l'arène, il peut justement vouloir montrer que sa sélection n'était pas celle que la presse justement a fustigée. Alors nous, on va peut-être quitter le Cameroun, on va prendre le vol pour aller du côté du Caire pour parler des questions de la CAF et ce sera après ce jingle. Alors, il faut dire que dans l'une de ces nombreuses communications, le TAS réhabilitait provisoirement Ahmad Ahmad à son poste de président de la CAF de manière provisoire, je le disais tout à l'heure. Ceci dans ce qui est convenu d'appeler, le juriste va nous expliquer ça tout à l'heure, une mesure super provisionnelle visant justement à permettre aux Malgaches de pouvoir avoir les mêmes chances que ses adversaires dans la bataille justement de la présidence de la Confédération africaine de football. L'affaire a beaucoup fait jaser. Ahmad Ahmad est arrivé au Cameroun et probablement il va donc présider la finale de ce CHAN qu'on évoquait tout à l'heure. Déjà avant qu'on en arrive là, on va faire un peu le point, le récap avec nos confrères de la Web TV sénégalaise Afrique Sport. La Confédération africaine de football a annoncé dimanche soir, à l'issue d'une réunion de son comité d'urgence, que le match... Après la décision du tribunal arbitral du sport TAS annonçant la suspension de la sanction prononcée contre lui par la chambre de jugement de la FIFA, Ahmad Ahmad, président élu de la Confédération africaine de football, a retrouvé ses fonctions. Ce vendredi 29 janvier, le tribunal arbitral du sport TAS a rendu une décision suspendant la sanction prononcée par la chambre de jugement de la FIFA à l'encontre d'Ahmad Ahmad, président en exercice de la Confédération africaine de football CAF. Par conséquent, il a de fait retrouvé sa fonction. Sur convocation du président par intérim, Constant Omari, le comité d'urgence de la CAF s'est réuni ce dimanche 31 janvier en vidéoconférence. Il a pris acte de la décision du TAS. Concernant sa candidature à l'élection pour la présidence de la CAF, le président Ahmad Ahmad, respectueux des procédures de l'institution, va saisir la commission de gouvernance de la CAF dès ce lundi. À propos de Constant Omari, qui a assuré l'intérim de la présidence pendant les dernières semaines, Ahmad Ahmad déclare « Je remercie chaleureusement Constant Omari d'avoir assuré la présidence ces dernières semaines. Il a notamment mis en œuvre avec brio l'organisation du CHAN Total Cameroun 2020. Je vais mener à son terme cette magnifique compétition et permettre que le football, comme toujours, triomphe. » Ancien président de la Fédération malgache de football, Ahmad Ahmad a été élu président de la Confédération africaine de football le 17 mars 2017. Son mandat à la tête du football continental a été marqué par de nombreuses réformes administratives et sportives qui avaient pour vocation de permettre à l'institution d'élever ses standards vers plus d'excellence. Il entend poursuivre cette action. Alors, c'est acté. Ahmad Ahmad est donc de retour du côté du Caire et donc aussi de retour du côté de Yaoundé. Et donc, la question qu'on se pose, c'est à quoi est-ce que rime véritablement ce retour-là? Qu'est-ce que cela va avoir comme impact dans l'échiquier juridique et même sportif du continent africain? On va donc prendre ce papier d'analyse qui est donc préparé par notre confrère Frampek en collaboration avec un expert en droit international du sport. Il s'agit de Bernard Basson. On se prend ce reportage et on vient juste après pour l'analyse.
La Confédération africaine de football a annoncé dimanche soir, à l'issue d'une réunion de son comité d'urgence, que le malgache Ahmad Ahmad récupère son fauteuil de président. Ceci est la mise en application de la décision du TAS rendue vendredi dernier. La décision prise par la chambre de jugement de l'organe de la FIFA qui traite des questions de gouvernance est gelée. Je parle de gel, je ne parle pas d'annulation. Parce que c'est deux expressions qui ont des effets différents. On parle de gel, c'est-à-dire une suspension provisoire. Donc pour l'instant, les mesures prises par la FIFA à l'encontre du président de la CAF, notamment les mesures portant sur son éviction des activités liées au football pour 5 ans, sont pour le moment inapplicables. Ahmad Ahmad avait été sanctionné par la Fédération internationale de football association le 19 novembre dernier d'une interdiction d'exercer durant 5 ans toute activité liée au football pour de multiples entorses aux codes d'éthique dont des détournements de fonds. La décision rendue par l'instance suprême de juridiction en matière de football ne redonne pas à Ahmad Ahmad ses pleins pouvoirs à la tête de la Confédération africaine de football. Mais pour le moment, est-ce qu'il est totalement réhabilité? On ne peut techniquement pas dire oui. Pourquoi? Parce que d'abord, pour le moment, il est inéligible à la candidature pour la présidence de la CAF. Vous savez pourquoi? Parce que le comité en charge de l'étude des candidatures l'a déclaré incapable de candidater avant que le TAS ne se prononce. Ici, au lieu de parler de réhabilitation, l'expert nous suggère de parler de ceci. Mais plutôt l'expression sursis. Donc le président Ahmad est en réalité bénéficiaire d'un sursis à exécution en attendant que la décision définitive du TAS soit rendue, comme lui-même l'a dit le tribunal. Pour rappel, le verdict du TAS est attendu le 2 mars et le dirigeant sera, quoi qu'il arrive, définitivement fixé sur son sort avant l'élection prévue le 12 mars prochain. Reste à savoir ce qu'en pensera la FIFA, qui suit tout ça de très près et qui avait déjà recalé la candidature d'Ahmad Ahmad. Voilà, je pense qu'on est assez fixé sur la question Ahmad Ahmad et surtout sur la question des élections à la CAF. Moi les gars, la question que je m'en vais vous poser est celle de savoir déjà à quoi va ressembler justement les derniers mois, les dernières semaines ou même les derniers jours d'Ahmad Ahmad du côté du Caire. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment seront les derniers jours d'Ahmad Ahmad? Non, il faut dire que déjà, je vous le disais sur un autre plateau, que Ahmad avait intérêt à défendre son honorabilité. C'est-à-dire qu'il avait été reconnu coupable d'un certain nombre de choses. Il fallait donc qu'il aille au niveau du TAS. Et ce qui se passe aujourd'hui laisse croire qu'il pourrait avoir raison. Maintenant, même s'il a tort, au moins il est allé se défendre. Et ça contribue à ce que son image soit vraiment, que ce ne soit pas écorné tel que ça avait été au départ. Donc du coup, à quoi va ressembler les semaines à venir? Non, il va rester là à attendre, peut-être pas sereinement, hein, parce que le TAS ne s'est pas encore définitivement décidé. Il va attendre que le TAS se décide et puis après, s'il est rétabli dans ses droits, il va aller candidater ou alors il va aller essayer de remplir pour un second mandat. Mais ces jours ne seront pas de tout repos. Albert, déjà, comment toi, personnellement, comment tu as pris cette décision? Et surtout, à quoi va ressembler justement le séjour d'Ahmad Ahmad jusqu'au 12 mars du côté de la Confédération africaine de football? Il s'agit d'un séjour ordinaire, d'un président en exercice qui exerce son mandat, qui a été interrompu du fait d'une décision d'un organe juridictionnel de la FIFA, qui est la commission d'éthique. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames aussi, on dit que c'est la FIFA qui a pris la décision. Quand le TAS prend la décision, on ne dit pas que c'est le CIO, hein. Pourtant c'est le bras juridictionnel du CIO, donc c'est aussi comme ça que ça se passe à l'intérieur des fédérations. Il faut bien préciser que c'est une commission d'éthique qui est indépendante parce que ses membres sont élus
après appel à candidature, sont vraiment indépendants, totalement détachés du secrétariat général et de l'organe exécutif. Donc c'est eux qui ont pris une décision. Le président Ahmad s'est pourvu devant le TAS comme la loi le lui autorise. Il a sollicité ce qu'on appelle, ce que Bernard appelait tout à l'heure le sursis à exécution. C'est dans les juridictions de droit commun, c'est cette expression qui est utilisée, mais dans les juridictions sportives, on appelle ça des mesures provisionnelles. Tout à fait. Il a sollicité des mesures provisionnelles en estimant que la décision, si elle reste en état avant que la formation ne se prononce, va lui causer un grief. Il a donc sollicité sa suspension. C'est ce qu'il a partiellement obtenu. Et bon, voilà, il faut savoir que ces mesures ne sont pas faciles à donner. Parce qu'il faut un certain nombre de conditions à vérifier, notamment la plus importante qui est les chances de succès au fond sur la procédure. C'est-à-dire que si vous n'avez, quand la formation examine et se rend compte que les arguments que vous avancez ne sont pas susceptibles de vous sortir d'affaire, je parle de manière triviale, c'est souvent difficile. Il y a ce qu'on appelle le risque de dommage irréparable. Si on laissait la décision courir, et alors que demain on pouvait vous donner raison, cela pourrait quand même faire en sorte qu'on ne pourrait pas rattraper ce que vous auriez perdu. Tout à fait. Donc je pense qu'il a obtenu donc ces succès à exécution, comme l'a expliqué Bernard tout à l'heure. Il est là, le président Ahmad. J'ai eu la chance d'être hier à un dîner fait par l'Africa Foot avec lui, il est très jovial. Et ben, je note quand même que son retour a permis à la famille du football africain de se ressouder. C'était un très bel exemple. Voir le président Ahmad, le président Issa Hayatou, le président d'honneur aujourd'hui, main dans la main, marcher en accolade, voir toute la CAF unie. Vous qui avez été à la CAF, je vous dis que ce que j'ai vu hier m'a fait pleurer. C'est un bel exemple. C'est vraiment de belles images. C'est une très très belle image hier. Il est là, le président Ahmad est là, il sera demain au stade. Tout à fait. D'ailleurs, il faut rappeler que dans la même veine des élections, justement, aujourd'hui se tiendra donc au Cameroun, à Yaoundé, nous semble-t-il. Donc c'est 15h. C'est 15h. Oui, 15h, voilà. Le comité exécutif. Non, pas le comité exécutif, la conférence de presse, du candidat Dr Senghor. Je pensais que vous parliez de la session du comité exécutif, elle est en cours. Oui, la session elle est en cours. Mais enfin, nous on parle des élections d'abord, peut-être en attendant que les résolutions du COMEX soient disponibles. Il faut rappeler donc que le candidat Senghor va donc donner une conférence de presse à Yaoundé au Cameroun. Pourquoi Yaoundé au Cameroun? C'est la question peut-être qu'on aura, on aura l'occasion de la lui poser tout à l'heure à 15h, heure de Yaoundé. Alors Fabrice, moi justement, puisqu'on parle de ces élections, parce qu'il faut dire une chose, c'est que les autres candidats ont débuté effectivement leur campagne, et ça se voit encore avec le cas du candidat Senghor. Quelles sont les chances d'Ahmad de pouvoir véritablement sortir la tête de l'eau du point de vue électoral? Du point de vue électoral, il faut d'abord dire qu'avant que cette décision n'arrive, il y avait cet appel, comment ça s'appelle chez nous, cette motion de soutien engagée par près de 44 fédérations membres de la Confédération africaine de football qui avait effectivement... Ça n'avait pas encore été officiellement confiné quand même, c'était des rumeurs. Oui, c'est vous qui appelez cela rumeur. Moi, je crois que Ahmad, il a bénéficié du soutien de... Absolument, c'est d'ailleurs, puisque après, à la fin de son exercice, du moins lorsque l'appel à candidature a été acté, M. Ahmad s'était d'abord recoquevillé disant qu'il ne voulait plus remplir. Et après, il y a eu cet appel à candidature qui l'a donc obligé à sortir de sa réserve. Je crois que c'est au lendemain d'ailleurs de cet appel à candidature lancé par cette motion de soutien que cette décision fratricide est arrivé. Écoutez, peut-être aujourd'hui, Ahmad n'a plus totalement ses chances d'être élu, mais je peux vous dire qu'il peut contrôler un certain nombre de choses. Et c'est justement cela que va se jouer ces derniers jours du président Ahmad en tant que président de la Confédération africaine de football, parce qu'il a quand même, il bénéficie d'un certain nombre de crédibilité. Tout à l'heure, mon copanéliste disait qu'il a participé à cette réunion, il a vu véritablement comment il y avait cette sorte d'osmose autour de M. Ahmad. Écoutez, vous pouvez l'aimer ou pas, mais M. Ahmad, c'est quelqu'un qui dégage une certaine sérénité. Il y a très peu de personnes qui vous diront aujourd'hui qu'ils ont une dent contre ces mecs. D'ailleurs, la presse a très vite fait pour encenser un pseudo-conflit entre lui et M. Issa Hayatou qui n'a jamais existé. C'est un monsieur qui est panafricain dans l'âme. Lorsque vous voyez ses nombreuses sorties, il a toujours voulu mettre en avant la valeur africaine. Je me souviens, je crois que c'était au Ghana, au lendemain du retrait de la CAN au Cameroun, il y a un confrère, je crois, algérien qui a posé une question qui était assez
je sais pas comment, l'expression que je vais utiliser. Mais après, Ahmad lui a dit, mais vous les Européens, vous voulez toujours, après le conflit, il dit, non, je suis pas français, je suis algérien. Il dit, ah ouais, c'est toujours, vous êtes du pareil même. Donc, pour vous dire, c'est un mec qui s'est inscrit dans une dynamique où il faille absolument défendre le label football africain. Aujourd'hui, je crois davantage que le COMEX ou alors la grande famille du football africain, au regard de tout ce qui arrive à ce mec, à ce président, permettez, excusez, doivent comprendre que si on en arrive à poser du capin sur un monsieur qui a pour seule et unique vision le développement du football africain, partageons davantage sa vision, partageons ses projets. Je crois que ça sera pour le bien du football africain. Alors, il faut dire, Steve, contrairement à ce que dit Fabrice, Ahmad a été présenté justement à la Confédération africaine de football par une union zonale qui est le COSAFA. Et ce COSAFA-là, justement, a annoncé la semaine dernière sa candidature ou alors son soutien, autant pour moi, au candidat sud-africain Motsepe. Ça, c'était sans compter sur la décision du TAS qui réhabilite. La question que je m'en vais te poser, c'est est-ce qu'il y aura donc un rétro-pédalage du COSAFA? Je pense que oui, parce que le même COSAFA avait apporté son soutien également à Ahmad sur les 44 fédérations qui lui ont apporté le soutien. Je pense que oui, peut-être il y a très peu de jours, très peu de temps pour lui pour revenir sur le terrain pour battre campagne, mais comme le disait Fabrice, il bénéficie quand même d'une certaine crédibilité. Quand on a un soutien comme le président Issa Hayatou qui te tient main dans la main, qui te dit je suis avec toi, quand on a le COSAFA derrière soi pas pour l'instant, pour l'instant le COSAFA est derrière Motsepe. Ahmad vient du COSAFA. Oui, tout à fait. Voilà, il vient du COSAFA. Et je pense qu'aujourd'hui, certes, il faut peut-être changer de visage au niveau de la CAF. D'aucuns disent qu'il faut peut-être passer la CAF à une organisation ou à une direction anglo-saxonne. Mais je pense que moi, sérieusement, pour l'avenir de l'institution CAF, je pense quand même qu'il faudrait refaire avec Ahmad. Je ne suis pas en train de battre sa campagne. Je pense que véritablement, quand on regarde le candidat aujourd'hui, que d'aucuns pensent être le meilleur candidat sur le papier, je vais le citer, il s'agit de Motsepe. On sait tous que Motsepe, la FIFA est derrière Motsepe. C'est pas aujourd'hui, on ne va pas se cacher. Aujourd'hui. Oui, tout comme la même FIFA était derrière Ahmad. Sauf que le visage qu'a présenté la FIFA ces derniers temps n'est pas du goût à comprendre qu'elle est davantage pour les intérêts des Africains. Tout à fait. Alors les gars, on va sortir vraiment de ce sujet parce qu'il y a un autre sujet qui nous attend derrière. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand on dit que la FIFA, non, si le président de la FIFA a un faible pour un candidat, c'est son droit, ce n'est pas la FIFA. Le plus absolu d'ailleurs. Justement, attendez, je veux dire que nous avons vu Gianni Infantino, le président de la FIFA, venir battre campagne en Afrique pour Ahmad. Et c'est après cette élection que Issa Hayatou s'est retrouvé justement. Non, il faut être sérieux. Moi, je vais dire une chose. Quand on parle de Motsepe, c'est normal que la FIFA défende, ou alors des individus défendent celui qui semble avoir un très bon projet. J'étais en train de vous indiquer la dernière fois que le Kaiser Chiefs est parti. Ils étaient 17e club en Afrique. Il y a pratiquement 5 ans. Aujourd'hui, c'est le deuxième club le plus riche du continent. Ça sous-entend que le président qui porte ce projet a assez de crédibilité pour intéresser et le COSAFA et même certaines personnes à la FIFA. Bon, la FIFA, véritablement, pour développer son football, a besoin de porteurs de projet. Donc, si de ce côté-là, il y a certains qui estiment que c'est Motsepe qu'il faut soutenir, c'est le projet de Motsepe qu'on soutient. Et puis moi, je dis, il faut qu'on se le dise, Ahmad traîne quand même les casseroles. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas un secret pour personne. Il était au Cameroun, nous a rassuré qu'on devait organiser la CAN, alors que ça ne dépendait pas de lui. Il a un comité exécutif. Ce n'est pas lui, un petit personne qui peut attribuer une compétition à quelqu'un. Du coup, on se dit, on veut voir quelque chose de nouveau. C'est notre droit. Et beaucoup pensent que le candidat Motsepe est capable de faire la différence. Pourquoi? Parce qu'on vous dira qu'il est milliardaire, du coup, la corruption, c'est pas qu'il n'est pas corruptible, mais ce ne sera pas quelque chose d'assez facile. On vous dira aussi, bon, les anglo-saxons sont réputés d'être des personnes quand même intègres, ainsi de suite. Il y a un certain nombre d'éléments qui plaident quand même à sa faveur. Alors, on aura l'occasion de revenir encore sur ce débat d'ici le 12 mars prochain. Nous, on fait quoi? On va peut-être prendre un jingle à la régie et puis on revient pour parler un peu de la FECAFOOT.
Alors, le Cameroun aujourd'hui a 1 ou 2 ou 3 FECAFOOT, ou pas du tout de FECAFOOT. Ça, seul l'avenir pourra nous le dire. Eh bien, c'est dû à quoi? C'est dû justement à une décision du TAS qui est tombée il y a quelques jours, quelques semaines justement, et qui remettait en question l'élection de l'exécutif mené par Seydou Mbombo Njoya. Aujourd'hui, on se pose énormément de questions. Quelle est la suite? On sait que la FIFA, dans sa communication justement, a voulu que l'équipe actuelle, c'est-à-dire les organes pilotés par Seydou Mbombo Njoya, puissent continuer tranquillement leur mission. Mais on sait également que juste à côté, il y a l'exécutif de 2009 qui a organisé une assemblée générale et ça s'est terminé, comme on dit souvent, au quartier, au commissariat, au tribunal, au tribunal, à la chefferie Moutongo, non, des Kounou plutôt. Et donc finalement, on est dans un brouhaha total. On ne sait pas à quoi ressemble aujourd'hui véritablement le football camerounais. Alors nous, ce qu'on va faire, on va pas entrer dans les polémiques, on n'a pas le temps pour ça. Je crois que vous avez écouté les émissions radio ce matin pour pouvoir vous enquérir de cela. Nous, ce qu'on va faire, on va essayer d'être un peu didactique. Déjà, premièrement, comprendre comment est-ce que fonctionne les procédures judiciaires du côté de la FECAFOOT, notamment en ce qui concerne le football camerounais, et on essaiera de relever justement les points qui pourraient nous permettre de sortir définitivement de cette crise qui mine drastiquement le football camerounais. Alors moi, je te passe la parole, Albert, parce que justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je t'ai fait venir sur ce plateau, pour que tu puisses expliquer aux téléspectateurs comment fonctionne, quelle est la méthodologie d'une procédure au niveau de la Fédération camerounaise de football. Moi, je suis le club X et je me sens lésé dans mes droits. Quelle est la procédure? Comment je fais pour partir de mon club jusqu'au TAS? Quels sont les mécanismes? Ça dépend de la nature de la procédure. Ça dépend de la nature de la procédure. Je rappelle simplement que la fédération est structurée à l'image d'un État. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a l'organe suprême qui légifère, c'est l'Assemblée générale. D'accord. Il y a ce qu'on appelle l'organe politique, avec son administration, qui est le comité exécutif, avec son secrétariat général, comme l'administration l'est pour le gouvernement, qui est l'organe politique. Tout à fait. Et il y a ce qu'on appelle maintenant les organes judiciaires, les organes juridictionnels, qui exercent le pouvoir juridictionnel, si vous voulez, judiciairo-sportif. Parce que quand on va dire judiciaire, c'est comme si c'était... comme si on allait Kounou. Voilà, c'est ça. Et calqué à l'image de la FIFA, nous avons 5 commissions indépendantes qu'on appelle les organes juridictionnels. Il y a la commission d'homologation et des disciplines, comme son nom l'indique. Pour les compétitions. Qui traite des questions, pas seulement des compétitions, qui traite d'abord des questions relatives à l'application des règles de jeu, à l'occasion des matchs, les contestations qui sont nées à l'occasion de ces matchs, les cas de discipline qui se posent, parce que lorsque, à l'occasion des matchs, un joueur va soit cracher sur un autre ou donner un coup de poing, nous ne sommes plus dans l'homologation ou la contestation des règles, on a déjà commis une infraction disciplinaire. C'est différent. Voilà. Donc cette commission également peut être saisie si un des organes juridictionnels a rendu une décision et elle n'est pas exécutée. La loi prévoit en ce moment-là que vous saisissez la commission des disciplines pour que celui contre qui la décision était prononcée et qui ne s'est pas exécuté, soit davantage sanctionné. C'est le fameux cas UMS de Loum contre John Kep Bonaventure. Bonaventure, tout à fait. Bonaventure était tributaire d'une décision qui lui était favorable, rendue par un autre organe juridictionnel qu'on appelle la Chambre nationale des résolutions des litiges. Et le club ne s'était pas exécuté. Et John Kep, comme le prévoit les statuts, a donc saisi la commission de discipline pour que effectivement cette question-là soit tranchée. Donc voilà un peu ce premier organe. Je suis un club. Je participe à un match, je me rends compte que le club X qui est en face de moi a aligné un joueur qui n'est pas qualifié. Je porte ce qu'on appelle des réserves de qualification pour déclencher le mécanisme de saisine de cette commission. Je peux aussi, sur un officiel, je me rends compte qu'à l'occasion d'un match que je dirige, il y a un joueur qui s'est rendu coupable de compréhension répréhensible. Je fais mon rapport à l'endroit de cette commission de discipline. Elle peut aussi s'auto-saisir sur des faits qu'elle a vus elle-même. D'accord. Exemple, un match fini à Loum, puis une vidéo commence à circuler où on voit un président de club qui gifle un joueur de UMS de Loum. Vous connaissez cette affaire? Tout à fait. Et donc la commission dit non, ce n'est pas possible que de tels comportements arrivent dans un stade de football. Il s'agit de comportements, c'est-à-dire que d'infractions indisciplinaires qui doivent être...
elle s'est saisie et vous connaissez un peu la suite. Donc voilà comment on va parvenir à la saisine de cet organe-là. À côté, il y a la Chambre nationale de résolution des litiges. Il s'agit d'un autre organe juridictionnel qui traite uniquement les contentieux qui sont en rapport avec l'application ou la mauvaise exécution de relations contractuelles entre les joueurs et leurs clubs, entre les entraîneurs et leurs clubs. Donc j'ai un contrat avec un club, le contrat prévoit que j'ai tel montant pour les primes de match, je dois avoir tel montant de salaire, je dois avoir telle chose. Je me rends compte que le club n'a pas exécuté. Ou alors je suis en fin de contrat, j'avais signé 6 mois, et un jour je sais que je suis libre, je veux aller dans un autre club X, et au moment où le club X introduit la procédure, le service de licence signale que non, tu avais prolongé le contrat ici, le fameux mécanisme d'avenant. Donc ces contestations, ces litiges qui naissent dans le cadre de cette application des relations contractuelles sont donc de la compétence de la Chambre nationale des résolutions de litiges. Celle qui a donc condamné UMS contre John Bonaventure, et il y a un tas de choses comme ça. La quatrième commission qui est à côté, c'est ce qu'on appelle la commission d'éthique, avec ces deux chambres. La chambre d'instruction qui vous écoute, fait l'enquête, essaie de savoir comment les reproches qu'ils vous ont fait, ils essaient de recouper, et au bout, voir si elle doit vous élargir ou si elle doit vous renvoyer en correctionnel. Ce qu'on appelle donc la chambre de jugement. Comme l'a été le cas Mat, c'est-à-dire que ça a commencé par la chambre d'instruction. Ils ont estimé qu'ils avaient suffisamment d'éléments et vous envoient donc la chambre de jugement qui ne va plus recommencer l'enquête, qui va maintenant statuer sur le dossier qui a déjà été constitué. Voilà, c'est ça. Voilà. Et elle, la commission d'éthique, elle est saisie, elle peut s'auto-saisir, comme elle est saisie sur dénonciation ou par une des parties sur toutes les questions qui concernent l'éthique. Vous avez fait le faux dans les matchs, les mœurs, la déloyauté, vous ne respectez pas les statuts, un certain nombre de choses, les faux dans les titres. Les faux dans les titres, c'est-à-dire que je viens ici à la radio ou bien à la télé, en direct, je prétends que je suis peut-être agent de joueur, et après demain on vérifie que je ne le suis pas. La commission d'éthique est en droit d'ouvrir une procédure pour dire, ben voilà, il y a quelqu'un qui s'est prouvé d'un faux dans les titres. Ça, c'est le troisième organe juridictionnel. Le quatrième organe juridictionnel, c'est la commission électorale. C'est celle qui organise les élections, pour faire simple. Voilà. Elle est également. Et la dernière, lorsque vous avez soit saisi la commission d'homologation et de discipline, soit la Chambre nationale de résolution des litiges, soit la commission d'éthique, soit la commission électorale, lorsque vous les avez saisis, et après vous estimez que l'objet de votre saisine n'a pas été suivi. Et que malgré le fait qu'ils aient rendu leur décision, cette décision ne vous satisfait pas, ou alors vous avez été condamné à tort, la loi a donc prévu un organe tampon avant de sortir qu'on appelle la commission de recours. C'est pour ça que la loi dit les litiges doivent d'abord être résolus selon les propres règles internes. Et après épuisement des voies de recours internes, c'est là où on sort pour partir. Donc la cinquième, c'est donc la commission de recours. Il doit donc connaître des recours interjetés dans le cas des décisions rendues par ces autres instances, qui aussi existent au niveau des membres de la fédération, c'est-à-dire vous avez la commission de l'homologation et discipline, vous l'avez aussi au niveau départemental, vous l'avez au niveau régional, vous l'avez dans les autres ligues. Lorsque la commission de recours s'est donc à vider sa saisine, le problème peut s'arrêter, tout comme il peut continuer. Et en ce moment-là, la prochaine étape, c'est hors de la fédération. On va donc au niveau de la chambre de conciliation et d'arbitrage, ce qu'on appelle la CCA, qui est logée au niveau du comité national olympique et sportif du Cameroun. Qui est un peu le TAS du Cameroun. Oui, c'est une petite émanation du TAS. Nous regrettons qu'il n'ait pas les mêmes règles de fonctionnement que le TAS. Ça doit être peut-être le combat des acteurs, parce que pour nous qui fréquentons un peu le TAS, on voit une sorte de distension entre ces deux organes. La preuve, vous voyez, la décision qui nous dérange aujourd'hui, elle était favorable à la FECAFOOT rendue par la CCA. Normalement, quand la CCA prend des décisions, si c'est l'émanation du TAS, elles doivent être confirmées. Cette décision, quand vous regardez la sentence du 15 janvier, la décision de la CCA est rapportée. Elle est rapportée, donc il y a des petites inquiétudes. Ça fera peut-être l'objet de notre donc vous allez à la CCA. Et la loi de 2018 se met de manière orthodoxe. C'est-à-dire la CCA a deux chambres. Elle a ce qu'on appelle la chambre de conciliation. Elle a ce qu'elle appelle la chambre arbitrale.
Pour la conciliation, on n'a pas besoin d'une convention d'arbitrage. D'accord. Ou de conciliation. C'est-à-dire, nous sommes obligés, quand on a un problème, une des parties l'a saisie, nous sommes obligés de nous retrouver pour qu'ils essayent de nous concilier. En français facile, de nous arranger pour voir si on peut. À l'amiable. Oui, c'est ça. Et depuis que ces mécanismes sont mis, nous, par exemple, nous avons eu déjà deux procès-verbaux de conciliation totale avec des acteurs là-bas. J'ai vu qu'il y en avait un dans les dernières procédures qui étaient menées par la Ligue. Donc, en fait, à ce niveau-là, il est question de rapprocher les parties sans prendre des décisions ni en la forme ni au fond. Vous ne pouvez pas, parce que nous n'avons pas cette compétence. Si maintenant nous ne sommes pas contents, nous nous retrouvons à un carrefour. La loi dit qu'il faut une convention d'arbitrage pour qu'on accepte la compétence de la Chambre en matière d'arbitrage. Ou si nous ne sommes pas d'accord, le procès verbal de non-conciliation devient la dernière décision au plan national et on va directement au TAS. Ce que la Ligue a fait ces derniers temps, vous savez que la Ligue n'est jamais partie avec la FECAFOOT en arbitrage. Dès qu'ils avaient leur PV de non-conciliation, ils allaient au TAS et c'est parfaitement légal. Nous sommes parfois surpris que, parfois pour certaines choses, nous on dit non, on n'est pas d'accord sur votre compétence. On fait un déclinatoire de compétences, mais ils veulent forcer là où la loi interdit. J'apprécie ce qui se fait du côté de la Ligue. C'est-à-dire quand la conciliation finit, comme ils ne veulent pas, ils savent que si on nous appelle, ils partent directement au TAS, c'est légal. Donc voilà, et après, donc, le TAS, lui, il a deux chambres, vous savez très bien. Vous avez la chambre d'appel, vous avez la chambre ordinaire de jugement, où on était dernièrement avec Jean Manga-Onguéné. C'est donc la chambre d'appel, devant la chambre d'appel, qui peut être saisie suivant l'article R47, doit vérifier trois choses. Un, il faut qu'il y ait une décision. Deux, il faut que les voies de recours internes aient été épuisées. Tout à fait. 3. Il faut qu'il y ait une convention d'arbitrage ou une clause compromissoire inscrite dans les statuts des membres. C'est quoi la clause compromissoire? C'est ce qu'il y a dans les statuts de la FECAFOOT où on dit, c'est-à-dire, comme la loi le dit déjà, où on dit, si la CCA n'a pas pu nous concilier, nous sommes d'accord, on a mis ça dans les statuts que la prochaine étape où on part, c'est seulement le TAS. Donc on n'a plus besoin de vous demander, vous les partis, votre point de vue. Puisque la clause compromissoire, qui est une convention, est déjà inscrite dans vos statuts qui sont votés par votre organe. Donc voilà. Donc voilà les trois conditions, la convention ou la clause compromissoire, l'épuisement préalable de voies de recours et la décision qui doit également exister. Et puis maintenant, la procédure commence avec des échanges d'écriture entre les parties, le paiement des frais de consignation entre les parties, souvent. Généralement, c'est 22 000 par partie. 22 000 francs suisses. 22 000 francs suisses par partie. Ça dépend, on appelle ça l'avance des frais. Tout à fait. Parce que c'est qu'on paye, c'est ça qu'on va payer les arbitres avec. Donc si la procédure est plus lourde et plus longue, on peut vous demander d'ajouter. Donc voilà, on va donc dire, la procédure, ça va être 22 000 par partie. Chaque partie va désigner un arbitre sur la liste des arbitres homologués et le TAS désigne ce qu'on appelle l'arbitre central dans le jargon ordinaire, l'arbitre lui-même. Voilà, c'est-à-dire que le président de la formation. Maintenant, si Franck estime que lui n'a pas d'argent, le règlement prévoit que la présidente peut apprécier et désigner donc un arbitre unique. Parce que si on désigne 3 arbitres, ça veut dire que, et que moi je ne paye pas, vous allez payer pour moi. Sauf qu'à la fin, si moi je paye, le TAS va toujours vous demander de payer ce que vous avez refusé de payer au départ. Tout à fait. Donc voilà un peu comment fonctionne cette... Et là, si ça ne marche pas au TAS, là on va au tribunal fédéral suisse. Oui, l'autre étape, c'est donc le tribunal fédéral suisse. C'est-à-dire que, parce que le lieu d'élection de domicile du TAS, c'est à Lausanne, donc en Suisse. La loi prévoit en ce moment-là que pour contrôler la conformité des sentences rendues par le TAS, un tribunal civil ordinaire, c'est la loi sur le droit international privé, qui est le tribunal fédéral suisse, peut donc être saisi suivant certaines conditions. Il n'y en a que 5. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir, dès que le TAS rend une décision, on ne peut pas se lever seulement pour aller. Il faut vérifier que la compétence du tribunal fédéral est possible en ce moment-là. La première chose, c'est qu'il faut que le juge ait statué à tort sur sa compétence ou son incompétence. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû se déclarer incompétent, mais il s'est déclaré compétent. Ou il aurait dû se déclarer compétent et il s'est déclaré incompétent. Donc, vous savez, vous voyez sa compétence, il y a un certain nombre de conditions matérielles. Deuxième chose, il faut qu'il ait statué ultra petit a ou extra petit a. C'est-à-dire que
les partis ont formulé des demandes. Je viens devant le TAS, j'ai depuis, voilà, comme les abonnements de dire annuler, 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 annuler. Moi, je dis non, 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 rejeter, 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 rejeter. Le tribunal ne doit pas donner au-delà de ce que les partis ont demandé dans son dispositif. Tout à fait. Voilà, donc c'est une cause. Il faut que la décision qui est prise également viole le principe du droit d'être entendu. C'est-à-dire que quand la décision va être rendue, il faut qu'on se rassure que toutes les questions ont été débattues. Ce n'est pas que le président ou la formation, ils vont aller s'asseoir seuls. Ils vont analyser une question qui n'a jamais été débattue entre les partis. Il y a donc ce qu'on appelle violation du droit d'être entendu. Et en ce moment-là, il y a un problème. On va dire non. Ce que le juge est venu dire dans sa décision-là. André et moi, nous, on n'a jamais débattu de ça au tribunal. Parce que si on avait débattu de ça, j'aurais dû dire que, j'aurais dû dire que, j'aurais dû dire que, j'aurais dû dire que. Voilà, il y a également qu'il faut voir si la décision qui est prise ne va pas finalement trouver l'ordre public interne et procédural. Alors, voilà un peu les 5 conditions. Donc, on ne saisit pas pour saisir, on se lève, on fait seulement. Non, il y a des conditions, c'est encadré. Et le délai pour la saisine est de 30 jours. 30 jours. Ça, c'est l'article 100 du règlement du tribunal qui le dit. 30 jours pour compter de la notification physique. Par exemple, dans le cas de la sentence du 15, c'est mardi que nous, on a été formellement notifiés. Donc, DHL est venu avec la sentence physique. Ils sont allés chez notre conseil, Maître Assira, auprès duquel la FECAFOOT a élu domicile. Lui ont notifié, il a déchargé. Donc, le délai, si nous sommes fâchés, nous avons donc 30 jours. Après la décharge. Je crois que comme c'est à Yaoundé, je présuppose que le même jour, Maître Wambaki aussi à Yaoundé, probablement a été notifié pour le compte des appelants. Peut-être avant, peut-être après, mais je dis, voilà un peu comment on commence à compter les 30 jours. Super. Alors, il y a une question justement que tous les téléspectateurs se posent. C'est au vu de cette explication-là, est-ce qu'une fédération peut donc ce pouvoir auprès d'un tribunal civil ou ordinaire tel qu'il... Bien sûr, parce que ce processus que j'ai décrit ne porte que sur des litiges strictement sportifs. Or, les fédérations, en plus d'être des fédérations sportives, exercent dans le domaine public. Où effectivement... Et quelle est donc la frontière? La frontière est là, on va y arriver. Où il y aura effectivement des infractions ou des comportements qui ne vont plus être analysés simplement par les règlements ou les statuts des fédérations, mais par la législation et la réglementation des États où ces fédérations-là exercent leurs activités. C'est pour ça que quand vous allez par exemple devant le TAS, on vous dit le droit applicable c'est 1. Les règlements de la fédération et la législation nationale des pays. Si vous êtes du même pays. Si vous n'êtes pas du même pays, on dit donc à titre principal, c'est le droit suisse. Mais si vous êtes du même pays, on dit d'abord ce que les lois camerounaises prévoient dans cette matière-ci. Vous voyez un peu. Si j'ai fait un faux en écriture dans une assemblée, le TAS ne va pas venir étudier. Ils vont me demander qu'est-ce que vous avez fait au niveau de vos tribunaux de droit commun. Ils vont prendre ça en compte. Je vais vous dire, dans la procédure de 2017, la FECAFOOT, par exemple, soulève une exception sur la qualité d'Abdourahmane à représenter Étoile Filante de Garoua. Parce que c'est lui qui portait la procédure. Entre-temps, un monsieur qu'on appelle Amadou Abdoulaye avait tenu une assemblée générale à Garoua. Il était devenu le nouveau président. L'administration lui avait même délivré un certain nombre de documents et tout. Mais quelle est la précaution qu'Abdourahmane prend? Il attaque les résolutions de cette assemblée générale-là devant le tribunal de première instance de Garoua. Et il dit ça au TAS que moi je vous dis que ça ce sont des faussaires. La preuve, voici la saisine d'un tribunal ordinaire pour attaquer les résolutions de cette assemblée générale qui, de mon point de vue, c'est écrit dans la décision. Et c'est pour ça que quand on arrive à ce point, l'arbitre unique dit à ce point que sur la contestation de sa qualité, on n'a pas pu rapporter la preuve qu'il n'est plus le président. D'ailleurs, la cause est encore pendante devant une juridiction de droit commun. C'est dans la sentence de 2017. Donc, ce sont des autres infractions. Alors, peut-être André, qui est aussi un administrateur. Justement, ok. Moi, la question que je voudrais poser, comment est-ce que, lorsqu'une décision est rendue au niveau interne, les 5 juridictions, les 5 organes que vous avez cités, qui met cette décision en application? Parce que je prends un simple exemple. Dans la Ligue régionale de football du centre, il y a une décision rendue par la commission de recours
sur la désignation d'un secrétaire général et je pense 5 membres du conseil avaient été mis de côté. Ils ont eu la décision de la chambre de recours qui est chargée de la mettre en application. Ça, c'est ce que je voulais savoir. Bien, lorsque les décisions sont rendues par les organes tels que je vous ai expliqué, il y a 2 mécanismes. Si vous estimez que vous êtes lésé après que vous ayez eu, vous ne faites pas la faute, vous faites comme John Kep, vous saisissez l'organe disciplinaire. C'est l'organe disciplinaire ici qui a dit à UMS, tu ne veux pas payer la dette qui a été reconnue par la chambre de litige. Nous, on te relègue de 2 décisions. Alors, vraiment, vous saisissez l'organe disciplinaire. Vous saisissez simplement l'organe disciplinaire. Parce qu'en réalité, si l'exécution se fait par le biais des personnes physiques, on va se retrouver en train de procéder à des exécutions qui vont peut-être être sentimentales ou bien subjectives. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'à la maison, vous avez dû prendre les notes. C'est également ça, l'objet fondamental de cette émission, BNews Football Club. On essaye d'édifier au maximum pour comprendre d'où partent les conflits. Il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Il faut comprendre les lois. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là aujourd'hui avec nous. Merci à la grosse équipe, justement, mobilisée autour du réalisateur Verlin QT. Merci à l'assistant de production Jackson Bessa qui nous a aidé à préparer cette émission. Inès Durel Bengono, Marwan Oumarou depuis Batouri, c'est à l'est du Cameroun. Il y avait également nos confrères d'Afrique Sport. Il y avait Frampek qui a également pris part à cela. Et on devrait également avoir Arthur David Mendim. Merci à nos invités. Merci à Steve Gabangena, notre chroniqueur. Prenez désormais rendez-vous pour la palette de Steve. Merci à André Onana, je le rappelle, il est administrateur de sport. Merci grandement à Albert Ayomba, il est juriste. Il nous a totalement éclairé sur comment fonctionnent aujourd'hui les procédures juridiques au niveau de la Fédération camerounaise de football et même sur le plan international. Merci à notre confrère qui vient de Douala, Fabrice Ndoum. Le retour à Douala, c'est quand? Lundi. De vous déplacer en toute sécurité et dans le confort partout au Cameroun, Polycom Voyage et Tourisme réalise ce rêve en vous offrant sa gamme de véhicules de toutes marques adaptés à votre demande. Berline, 4x4, bus, Yas. Équipés de GPS, des chauffeurs expérimentés, Polycom vous offre des prestations au meilleur rapport qualité-prix. Polycom Voyage et Tourisme est situé au quartier Vogada, face Mirador Hotel. Réservez dès maintenant votre véhicule au plus 237 222 229 790. Since 2012, we have made the popularization of national public policies a priority. Public institutions, decentralized local authorities, private companies, development partners, and thousands of citizen customers meet every year to discuss major issues, notably in terms of improving the living conditions of populations. From the 18th to the 24th of July 2021 in Yaoundé, the 10th edition of the Fair and Government Action will focus on the challenges of the 2020-2030 National Development Strategy in all sectors. SAGO 2021 program, exhibition, public conferences, and meetings. For more information, contact the Event Management Agency Mon Communicateur on 677-886322 or on www.sago.cm. 2020. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Depuis 2012, nous avons fait de la vulgarisation des politiques publiques nationales une priorité. Institutions publiques, collectivités territoriales décentralisées, entreprises privées, partenaires au développement et des milliers de citoyens clients se donnent rendez-vous chaque année pour échanger sur des sujets d'importance majeure, portant notamment sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Du 18 au 24 juillet 2021 à Yaoundé, la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale sera axée sur les enjeux de la stratégie nationale de développement 2020-2030 dans tous les secteurs
Au programme du SEG 2021, expositions, conférences publiques et de nombreuses rencontres. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur au 677 88 63 22 ou sur www.sego.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Il gagne avec un Isbet. Et vous? 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 Un Isbet. Bookmaker Company. B-News One, le tam-tam du continent. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux 12h sur B-News One. D'abord, les titres. À la une de ce journal, incendie au quartier Ngousso à Yaoundé. Les flammes se sont déclarées dans un dépôt de planches situé au lieu dit transformateur Ngousso. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Incident à Maoutou, dans la région du Sud-Ouest. Un rapport de la société civile engage la responsabilité de l'armée camerounaise au sujet des 8 civils tués dans ce village situé dans l'arrondissement de Moyouka. Et en sport, dans ce journal, CHAN 2020, jour de match pour les Lions à prime du Cameroun. Les poulains de Tungumpilé affrontent la Guinée pour la 3e place du championnat. Des réactions de supporters dans ce journal. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Annoncé en titre, un incident s'est déclaré la nuit dernière au quartier Ngousso, c'est ici à Yaoundé, au lieu dit dépôt des planches. Selon certains riverains, tout serait parti d'un court-circuit. Pour d'autres, les flammes seraient parties d'un bar situé à proximité du dit dépôt. Les populations décrivent toutefois l'intervention tardive des sapeurs-pompiers. On écoute ces réactions au micro de Hervis et Sama. Je suis assise là devant le bar, j'entends le feu par derrière, c'est-à-dire chez le voisin. Le moment de monter vers la route et essayer de pousser le bois qui était collé sur le mur du bar, le feu a déclenché vers le bar. Le temps d'entrer dans le bar et commencer à sécuriser les choses qui étaient à l'intérieur. Il y avait plus moyen. Tout s'est passé exactement dans les 20h30-45. Donc je suis le vendeur de pommes en face de la Total Ngousso. Bienvenue Tassé, je me nomme. Juste ma maman qui vend les fruits noirs a constaté qu'il y avait feu. Et puis elle m'a dit regarde de l'autre côté. C'est là donc je demande à ma soeur de regarder les pommes pendant que je cours aussi, rendre ses cours, étant patriote que je suis. J'arrive donc sur les lieux avec ma torche. On a pu torcher, vider le bar dans les premiers instants, envoyer aussi les personnes qui étaient à l'intérieur. Et donc on a fait appel aux sapeurs-pompiers, mais sans vous mentir, nous sommes vraiment déçus d'eux. Parce que quand on a fait appel, il a fallu d'abord plusieurs coups de fil pour qu'ils puissent décrocher. Et bien quand ils ont décroché, ils ont mis beaucoup de temps. Vraiment, nous nous sommes sentis un peu délaissés. On demande vraiment à ces sapeurs de mettre de la main à la pâte pour arriver souvent à temps. C'est ça que nous demandons vraiment. Et ça a pu tout le cassiner. Là, ils auront pu arriver à temps et on devrait quand même récupérer quelque chose. Je vous l'annonçais en titre, Human Rights Watch vient encore d'accuser l'armée camerounaise. Dans son dernier rapport publié le 4 février dernier, l'ONG accuse l'armée d'être l'auteur de l'incident survenu le 10 janvier dernier à Maoutou, dans l'arrondissement de Moyouka, région du Sud-Ouest. Ambroise Awano. Quelle valeur peut-on accorder à un rapport de Human Rights Watch? La réponse à cette question réside simplement sur les différents rapports
totalement infondées que l'ONG n'a cessé de publier en direction du Cameroun. Puisque depuis le déclenchement de la crise dite anglophone, des allégations manifestement partiales et essentiellement à charge sont jetées contre nos forces de défense et de sécurité. Une armée pourtant professionnelle, saluée par le chef de l'État au cours de son traditionnel discours à la nation le 31 décembre dernier. De par la bravoure dont elle a toujours fait montre et qui n'a jamais failli à son devoir de protection de l'intégrité nationale des personnes, mais également de leurs biens. Une armée qui a la considération de tout un peuple. D'où sortent donc ces accusations erronées que Human Rights Watch veut faire encore endosser à l'armée. Dans son dernier rapport du 4 février 2021, l'ONG américaine accuse une fois de plus l'armée d'être l'auteur du massacre enregistré dans la journée du 10 janvier 2021 à Maoutou, arrondissement de Moyoka, région du Sud-Ouest. Massacre qui aura coûté la vie à 9 civils, dont une femme et un enfant, selon le rapport. Des rapports de ce genre contre le Cameroun et singulièrement son armée sont devenus une tradition pour Human Rights Watch. Des rapports, dans l'optique de décourager le travail abattu jusqu'ici, n'ont jamais entaché le caractère républicain de cette armée dans les différents fronts. 35e édition de la célébration de la fête de la jeunesse. Les activités irrelatives se poursuivent sur l'ensemble du triangle national. Le village de la jeunesse ouvert ici à Yaoundé il y a quelques jours prend son envol dans cet espace. Les jeunes laissent exprimer leur créativité et leur savoir-faire entrepreneurial. Delphine Asiga pour le... C'est devenu pratiquement un rituel pour ces jeunes qui ne manquent d'oser pour répondre aussi à l'appel du président de la République qui, il y a quelques années encore, leur montrait à dessein les multiples opportunités que leur offre le gouvernement pour s'installer et s'activer à des activités génératrices de revenus. Au village jeunesse qui marque leur semaine d'activité, ils donnent à voir le fruit de leur créativité. Camaro, c'est un vin d'hibiscus qu'on appelle tout simplement le foléré. En Afrique centrale ou alors le bissap en Afrique de l'Ouest, nous faisons Camaro en deux variétés. Nous avons que la saveur sec et la saveur moelleuse. À Magbadi, nous sommes au cœur du végétal. Et là, nous avons les produits tels que le tofu qui est fait à base du lait de soja. Nous avons également le pâté de soja. Nous avons les biscuits faits à base du soja. Au cours de ces dernières années, le site de l'ancienne présidence du Cameroun, devenu le musée national, épouse tant bien que mal son nouveau nom de baptême. Exposition des objets d'art tirés des différents aires culturelles du pays, présentation sur comptoir des différents produits cosmétiques, agroalimentaires et autres tissages, donnent plein la vue aux visiteurs qui ne manquent de tomber sous le charme de la créativité des jeunes entrepreneurs. Je suis très ému. Nous, on a vu ces mets à l'étranger et qu'au Cameroun aujourd'hui, ils soient capables